Bon, j'ai déjà parlé ici de La Voix de Indra Jab. Je vous ai dit que c'était un film vraiment à aller voir. Je vous ai dit que c'était vraiment un film à aller soutenir particulièrement, sur sa première semaine. Vous savez que quand vous regardez un film la première semaine, c'est vraiment le meilleur moyen pour le soutenir. Et bah, là, il se trouve que La Voix de Indra Jab, ça commence à avoir un petit «buzz» entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à aller le voir. Il y a beaucoup de gens qui disent: «Franchement, foncez le voir». Et j'ai vu notamment que cette critique de Régé Le Gorilla, qui est un patron insoutenable évidemment, qui a commencé à faire un petit peu le tour. Mais pourquoi est-ce que cette critique elle a fait un petit peu le tour? Moi, je suis curieux. Le film à soutenir en salle cette semaine est La Voix de Indra Jab. Un call center en Palestine reçoit un appel d'une enfant de 6 ans coincée dans une voiture constamment mitraillée par l'armée israélienne. Les enregistrements téléphoniques sont authentiques, c'est la vraie voix de l'enfant que vous entendez. Le film va brouiller les pistes entre réalité et fiction, montrant aussi des vidéos des vrais événements. Donc ça, voilà, pour l'instant, c'est plus ou moins véridique, genre vraiment il y a rien à dire. C'est à la fois un huis clos efficace qui utilise beaucoup les projections à l'image, cartes, sons, photos, dessins, mais qui crée aussi des conflits entre personnages qui veulent tout bien faire. C'est une critique de la lenteur et inefficacité du système, mais surtout évidemment des rouages mis en place par Israël pour continuer de massacrer les populations locales. Le film se concentre sur la résolution du problème et l'incapacité des gens qui ont toutes les bonnes intentions du monde face à l'oppression hiérarchique. Je trouve, alors j'en ai déjà parlé, hein, mais je trouve que ces critiques elles font très ChatGPT par moment. Enfin, je trouve qu'elles manquent un petit peu de cœur parfois et qu'il est beaucoup dans la description des choses. Enfin bref. Mais et du coup, il y a cette phrase-là, je sais, qui a fait un peu polémique. C'est peut-être un peu too much en termes de pathos à certains moments. Mais en toute sincérité, je pense qu'on peut s'identifier à tous les personnages de l'œuvre et surtout à leurs réactions qui agacent mais qui sont compréhensibles. En fait, c'est ces quelques mots-là qui ont fait un petit peu parler d'eux. Visionnage très difficile et les 1h30 sont longues, vu la difficulté du sujet, mais c'est très poignant et la salle était en larmes tout le long. Soutenez aussi ce genre de cinéma qui est à la fois bien fait mais aussi qui dénonce aussi l'armée génocidaire israélienne. Alors, je dirais plutôt ouais, enfin voilà, en tout cas, il y a un truc un peu trop, sérieux quelque part et bref. C'est un doc, une fiction. Justement, le film, comme il l'a rappelé, en fait, il brouille la frontière entre la fiction et le documentaire. Si je devais le comparer, je dirais que c'est une espèce de reconstitution, des faits, avec donc la vraie voix de Indra Jab, sachant que le film est très clair là-dessus, sur le fait qu'il utilise sa vraie voix et que il y a un carton texte au début, dès qu'on commence à entendre la voix de Indra Jab, qui dit: «Voici les vrais enregistrements qu'ont entendu le Croissant Rouge». Donc voilà, il est très clair là-dessus sur qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est du documentaire. On sait exactement ce que c'est. Genre Close Up, je l'ai vu il y a très longtemps, donc je sais plus exactement, mais Close Up, c'est plus du docu-fiction, c'est ailleurs, je trouve. Là, on est dans quelque chose où, on utilise la réalité et on utilise en fait, c'est un petit peu compliqué parce que je trouve que la voix de Indra Jab est un peu entre 2 feux et c'est pour ça qu'il se fait particulièrement attaquer ou encenser. C'est qu'en fait, est-ce que c'est un documentaire qui utilise la fiction pour mettre en avant sa partie documentaire? Ou est-ce que c'est une fiction qui utilise la partie documentaire, donc la réalité, pour mettre en avant sa fiction et donner de la crédibilité à sa fiction? Et c'est là que je trouve le film assez compliqué parfois à critiquer. Moi je sais que je suis revenu assez longtemps sur le film, sur les problèmes qu'il pouvait y avoir, sur les petits couacs qu'il y a. Et je sais que c'est quelque chose où, évidemment, moi, je comprends totalement qu'on soit qu'on se dise, mais là, comme ça, tu m'expliques le procédé. Genre, j'ai expliqué le procédé à des amis cinéphiles qui m'ont dit: «Bon, je ne peux pas aller le voir parce que je sais que je pourrais pas tenir, en fait». Et en même temps, une fois que tu es dans une salle de cinéma, tu pas envie de quitter, surtout quand c'est un film comme ça. Je pense que quitter une salle de cinéma quand c'est La Voix d'une Rajab, ça donne pas le message que tu as nécessairement envie que tu as nécessairement en tête. Et je comprends totalement les gens qui sont assez hermétiques et qui se disent: «Le procédé est dégueulasse, je n'irai pas le voir». Reste que moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est les gens qui parlent d'un film sans pour autant le voir. Et je sais que c'était d'ailleurs un problème par rapport à... parce que ça, en fait, si vous voulez, c'est une rengaine qui revient très très souvent de la part de la critique. Notamment, est-ce qu'on peut esthétiser et est-ce qu'on peut fictionnaliser, même pour aller plus loin, des événements
extrêmement graves et des crimes contre l'humanité. Je pense notamment à un film qui a fait énormément de débat, qui est Capot, donc qui est un film, je crois que c'est le premier film vraiment de fiction qui montrait les camps, les camps de concentration, qu'est-ce qui se passait dans les camps de concentration lors de la Shoah. Et en fait, il y a un texte extrêmement important dans l'histoire du cinéma qui s'appelle donc du coup Le Travelling de Capot, écrit par Jacques Rivette, qui revenait sur le dernier plan du film Capot, dans lequel il y a un travelling avant. Je vais pas le montrer parce que voilà, ce serait un peu impertinent que de le montrer, mais vous pouvez le trouver, vous pouvez voir un peu le travelling qui se passe. Et en fait, le truc, c'est que là où ça a été un texte extrêmement fondateur, c'est que ça critique justement ce plan-là et que ça dit ce n'est pas digne, la personne qui a fait ça mérite tout le mépris du monde et c'est absolument atroce. Donc voilà. Là, c'est pendant que. Oui, oui. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est après, alors que ce qui se passe à Gaza n'est pas terminé. Et surtout, le témoignage de. Enfin, la voix de Inrajab date d'il y a 1 an. Quasiment un peu plus, je crois. Quasiment 2 ans, je crois. Apparemment, ça a surtout fait débat en France. Ailleurs, c'était moins un problème. Oui, tout à fait. Mais parce qu'on a ce côté très French film théorie avec tout ce qui est Bazin, etc. Et je sais que. D'ailleurs, le côté, parce que je me suis renseigné un peu dessus, mais le travelling de Capot, en fait, ça a été, donc le texte qui s'appelle le travelling de Capot, a été pas mal aussi critiqué par des gens qui sont vraiment installés dans le milieu du cinéma. Je pense notamment à Rafik Djoumi, donc de Capture Mag, et il était, si je me trompe pas, dans Mad Movies. Si je me trompe pas, ou alors c'était, je sais plus exactement, malheureusement, mais voilà, que vous connaissez certainement pour Capture Mag, le podcast, enfin les multiples podcasts de Capture Mag, et je trouve qu'en vrai c'est des critiques qui sont pertinentes parce que en fait moi je sais que le travelling de Capot c'est un texte qui est fondateur et je l'entends et je suis tout à fait je suis tout à fait ouvert au fait de pouvoir discuter du travelling de Capot et de pouvoir dire oui effectivement si c'est une partie de ta boussole pourquoi pas. Et le truc c'est que comment dire, je comprends aussi qu'on puisse critiquer ce texte-là, parce que la critique du coup de Rafik Djoumi, du peu que j'ai vu, c'était de dire que en fait ça a empêché toute discussion, c'est-à-dire que ça empêche toute discussion autour du film, et c'est juste de dire ouais là il y a un travelling et c'est absolument dégueulasse, donc le film entier est dégueulasse et donc c'est horrible et donc il faut bannir ce film-là quoi. Quelque part c'est un petit peu ça. Et je sais qu'il y avait notamment, enfin je m'étais renseigné, j'ai fait des grandes recherches autour du film, c'est-à-dire que je suis allé sur sa page Wikipédia et il y a une réaction du coup des anciens déportés de Ravensbrück, et il y avait en souterrain un combat politique droite-gauche, Ponte-Convo étant de gauche, Jacques Rivette de droite. Voilà, c'est un peu ça aussi. Mais en même temps, enfin moi je suis contre le fait de toute manière de bannir des films d'une salle, de dire il ne faut pas faire ce film, des trucs du genre. Je suis pour ce dont parlent les anciennes déportées de Ravensbrück, qui est vraiment de dire résolument contre la projection de ce film s'il n'est pas au préalable largement commenté, c'est-à-dire si le public n'a pas été informé de la composition de la population des plans, patriotes mais aussi droit commun, voleurs, criminels, trafiquants de toutes sortes et invertis, et de l'administration des camps, utilisation de droit commun et invertis comme auxiliaires des SS pour torturer et hâter la mort des patriotes, récompensés de leur empressement à accomplir cette tâche odieuse par une nourriture copieuse, l'oisiveté totale des chambres confortables que les patriotes n'ont jamais enviées. Donc en gros, moi, je suis de la take de dire, parce que j'avoue, c'est plus long, mais je suis de la take de dire que faut quand même commenter ce genre de film-là. C'est encore une fois, on est dans le même terroir que toutes les critiques qu'il y avait eu autour de la Cinémathèque qui voulaient projeter Dernier Tango à Paris. C'est-à-dire que les gens disaient, oui, vous pouvez le projeter, mais par contre, faut quand même le remettre en contexte. Faut quand même dire qu'il y a un problème avec le tournage, qu'il y a eu énormément de soucis, que de ce qu'avait dit donc Maria Schneider, pardon. De ce qu'avait dit Maria Schneider, elle a dit qu'avoir vécu ça comme une agression, comme un viol même. Donc vraiment, moi je comprends totalement le fait de se dire que il faudrait le remettre en contexte.
et pas nécessairement de dire bon bah du coup on annule la projection. Non, les demandes qui avaient été faites par les associations féministes autour de cette projection là, c'était de dire par contre remettez-le en contexte, genre ok diffusez-le, ça reste un film qui a existé, on ne peut pas faire semblant qu'il n'ait jamais existé, mais par contre remettez-le en contexte. Et moi je suis tout à fait plus d'accord avec ça, parce que ce que j'ai lu autour des réactions autour de La Voix de Inrajab, c'était soit de rejeter totalement le film, et en disant que c'est un procédé absolument dégueulasse, que c'est absolument horrible, soit de dire que c'est un film important. Et moi je déteste un petit peu ce truc de dire qu'il y aurait des films importants, parce que tout film est important, ça moi je suis tout à fait de cet avis-là. Donc bon, pour moi aucun film n'a à être censuré, mais la remise en contexte et une mise en garde est importante. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, le film justement, je trouve que La Voix de Inrajab, il est assez malin dans ce côté où il va constamment faire une remise en contexte des événements, et que en fait c'est un moyen comme un autre, parce que le cinéma reste un art comme un autre, pour diffuser ce témoignage-là, pour diffuser cette voix, pour diffuser ces audios. Donc voilà, la fin du... Mais non. Mais, mais non, mais c'est pour ça que moi, en fait, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse critiquer La Voix de Inrajab comme un film, entre guillemets, comme un autre. C'est-à-dire que ça reste un film qui sort au cinéma, qui est dans une salle de cinéma, et que si tu vas à la salle d'à côté, ça diffuse Zootopie, si tu vas à l'autre salle à côté, ça diffuse Bugonia, ça reste un film qui est diffusé dans une salle de cinéma. Il n'y a pas à l'encenser, ni à dire qu'il est à part, ni à dire qu'il est plus abject que les autres. Parce qu'au bout d'un moment, si vous dites que La Voix de Inrajab est un film abject, moi je peux vous rejoindre, mais alors il y a quand même énormément de films qui seraient bien plus abjects que ce film-là. Et si vous dites que La Voix de Inrajab est un film plus important que les autres, je suis curieux de savoir lesquels, parce qu'il y a des films qui sont extrêmement importants, qui peuvent éveiller des choses à l'intérieur des gens, qui peuvent vraiment vous bouleverser totalement, et qui vraiment sont aussi affaires de choses très importantes. Évidemment, je pense que La Voix de Inrajab est quand même peut-être plus important qu'un film comme Bugonia, mais je pense qu'il y a des gens qui vous diront que le complotisme c'est quand même quelque chose de très sérieux et à prendre au sérieux, et que justement ça peut être lié aussi avec tout ce qui se passe en Palestine, etc. Donc c'est sûr que il y a beaucoup de cas où pour moi dire que La Voix de Inrajab est un film à part, c'est un peu une erreur. Et je sais qu'il y a d'ailleurs des gens de plus en plus, moi j'en entends énormément parler, des gens qui disent il ne faut pas noter les documentaires, parce que les documentaires c'est pas à noter entre guillemets. Et moi je suis absolument pas d'accord avec cet avis là. Pour moi les documentaires sont des films de cinéma, avec une part de fiction, avec une part de réalité bien plus présente bien évidemment que dans les films de fiction, mais les documentaires restent des films de cinéma. Et je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait les mettre à part, et je vois pas du coup pourquoi La Voix de Inrajab, qui est un film qui essaye de brouiller les frontières entre documentaire et fiction, devrait être à part quoi. Dans Bugonia, entre les extraterrestres et les juifs, il n'y a qu'un pas. Quelque part, les complots viennent beaucoup des complots juifs, tout ça, quoi. Ça reste de la narration. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça reste des films narratifs, et un documentaire aura toujours un scénario. Un documentaire, il y a toujours un scénario écrit au préalable, ou alors écrit pendant le tournage, avec les rushs. Donc voilà. Généralement, plus la forme qu'on note, plus que le fond quand on note des documentaires. Tout à fait. Et moi, je sais qu'il y a des documentaires, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, mais par contre, je trouve la forme pas terrible. Ça peut m'arriver, vraiment. J'ai pas d'exemple là comme ça en tête, mais il y a des documentaires avec qui je suis pas nécessairement d'accord dans le fond, mais avec qui je peux être d'accord au niveau de la forme. Et je peux trouver la forme très puissante, quoi. Donc bon. Mais c'est quand même, moi, les gens, c'est des avis que j'ai déjà entendus, hein, vraiment, de gens qui disent, moi, je note plus les documentaires parce que les documentaires, ça ne se note pas, genre, voilà. Je trouve ça rentre dans le côté, on nous parle de quelque chose de grave, on écoute religieusement et on critique surtout pas, écoutons le sage nous parler. Mais voilà. Mais c'est pour ça que moi, je vois cette critique-là de la part de Régé, et je vois, c'est peut-être un peu too much en termes de pathos à certains moments, et je sais que ça lui saute dessus en disant que comment tu oses dire ça d'un film qui relate des événements réels, tout ça. Et moi je trouve que ça ne lui saute pas dessus sur le fait que c'est de la merde de dire ça, parce que le film justement je trouve qu'il n'est jamais dans le pathos. C'est à dire que pour moi le pathos, si je devais le définir en une expression, c'est sortir les violons. C'est à dire que moi typiquement un film comme La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, évidemment voilà, c'est un film qui m'a touché, c'est un film qui m'a quand même un petit peu transporté, que je trouve très beau par moments.
Mais il y a musique en fond d'Alexandre Desplat, je n'en pouvais plus à un moment, parce que dès qu'il y avait une scène triste, il sortait les violons pour vraiment forcer les émotions. Là, je trouve justement que dans La Voix de Rajab, il va jamais forcer une émotion. C'est-à-dire que le film va jamais te dire, là t'es censé ressentir quelque chose. Si tu ressens quelque chose, c'est de l'émotion pure, juste face à des témoignages qui existent réellement, quoi. Donc, globalement, moi je comprends pas exactement pourquoi est-ce qu'il a dit ça, et je suis vraiment radicalement pas d'accord avec lui là-dessus. Par contre, si un film si un film, même un film qui parle d'un événement aussi grave que là ce qui se passe actuellement à Gaza, évidemment, si un film commence à avoir des défauts, que ça soit en termes de forme, même en termes de ce que ça peut essayer de dire par moment. Je prends un exemple très simple. Dans Put Your Soul in Your Hand and Walk, il y a une scène qui m'a un petit peu dérangé, où tu as la réalisatrice qui demande à Fatma Assouna, qui est donc une photojournaliste palestinienne qui a été tuée peu avant la diffusion du documentaire, et qui lui dit « Ah, est-ce que tu peux enlever ton voile? Enlève ton voile, etc. » Et là, je trouve que on rentre dans un aspect où bon, c'est un peu chelou de demander ça alors qu'il se passe, sachant tout ce qui se passe autour. Mais je comprends que ça a été dit, et je comprends que ça, enfin, je suis pas d'accord avec le fait que ça a été dit, mais par contre le fait que ça reste dans le documentaire, bah autant, si ça a été dit, autant le mettre dans le docu, j'ai envie de dire. Mais je suis en mode, pourquoi mettre cette scène-là qui a un peu rien à voir avec tout le reste, en plus qui est un petit peu à part par rapport à tout le reste du film. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on fait un documentaire qu'on est exempt de tout défaut. Et c'est pas parce qu'on fait un film qui broie les frontières entre la fiction et le documentaire qu'on serait exempt de tout défaut. C'est pas parce qu'on fait un film sur un thème qui est important que forcément il faudrait s'incliner devant et dire que c'est un super film et dire qu'il faut aller le voir et dire qu'il est exempt de toute critique. Non, c'est pas parce que tu fais un thème... ah, pardon. C'est pas parce que tu fais un film sur un thème qui est radicalement important que ça te protège de toute critique. Justement, on devrait être 100 fois plus critique avec des films qui abordent des thèmes extrêmement graves, comme ce qui se passe actuellement à Gaza, comme ce qui s'est passé durant la Shoah, comme ce qui s'est passé durant énormément d'étapes de l'humanité. Et c'est pour ça d'ailleurs que, pour moi, il y a énormément comment dire, il y a énormément de films qui abordent la Shoah, qu'on devrait critiquer d'un point de vue moral et d'un point de vue de qu'est-ce que tu essayes de dire par ça. Et moi, j'avoue que c'est une rengaine en fait qui revient très très souvent de la part de la critique. Là, je parlais du Travelling de Capot précédemment, mais il y a aussi un autre film qui a été très critiqué par rapport à ses aspects moraux. C'est La Liste de Schindler de Steven Spielberg, qui a été énormément critiqué parce que ça a été vu comme Spielberg a pris un thème aussi important que la Shoah et en a fait un film de divertissement. Je suis absolument pas d'accord avec ça, parce que pour moi, Spielberg a quand même changé radicalement sa manière de mettre en scène les choses, et changé radicalement sa manière de filmer. Donc il a quand même estimé que la Shoah était un thème suffisamment important et qu'il le touchait suffisamment, parce qu'en plus, la liste de Schindler, c'est un film qui est très important pour lui, parce qu'il a découvert ses origines juives, il a découvert le fait que, il me semble qu'il a découvert que certains de ses ancêtres étaient enfermés dans les camps, et donc il a voulu faire un film sur ça, et il a voulu faire un film sur quelque part ce côté où l'humanité peut quand même s'en sortir par moment, et qu'il y a de la beauté par moment, même si ça reste atroce tout ce qui s'est passé, et qu'il s'est adapté, et que c'est son seul film en noir et blanc, c'est pas pour rien. Et évidemment que s'il utilise l'esthétique du noir et blanc, c'est pour mettre un aspect plus documentaire, parce que ce qu'on estime être dans le passé, c'est en noir et blanc, des trucs du genre. Donc il y a plein de trucs où en fait il va emprunter à des esthétiques, et c'est possible de le critiquer, bien sûr, la liste de Schindler, c'est possible de dire que c'est mal fait, que c'est pas très bon. Encore une fois, si je dis que la liste de Rajab est critiquable, la liste de Schindler également est bien sûr critiquable, et c'est normal de pouvoir rentrer dans des arguments où tu vas dire pourquoi est-ce que c'est mauvais de parler de ce thème-là comme ça. Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'utiliser cette esthétique-là? Pourquoi est-ce que c'est mauvais d'utiliser du noir et blanc là-dessus? C'est des arguments qui peuvent être entendables, bien sûr. Moi, je trouve, reste que la liste de Schindler, je connais pas une personne qui ait vu le film et qui ait pas été touchée. Genre vraiment, et qui se soit pas dit, putain, c'est quand même fou, enfin c'est quand même chaud ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà, même s'il y a des scènes critiquables, je pense notamment à la scène des douches, évidemment, ça a été mûrement critiqué, bien sûr. Haneke l'avait critiqué pour lui, le seul bon film sur le sujet, c'est celui de René. Nuit et brouillard, bah
en vrai, ça s'entend évidemment de dire qu'il y a qu'un seul film qui parlerait vraiment de la Shoah, ça serait celui-ci. Mais en même temps, bah, moi je trouve que c'est pas parce qu'il y a eu un événement. Enfin, moi je trouve ça bizarre de dire, parce que là, ça mentionne Nuit et brouillard, mais c'est surtout le Shoah de Claude Lanzmann qui est vu comme le paragon de comment parler de la Shoah. C'est Shoah de Claude Lanzmann. Personne ne dit qu'il est sioniste d'ailleurs, hein, quand les gens commencent à en parler. Mais d'ailleurs, je sais que, enfin, je dis ça, mais en l'occurrence, j'ai vu un tweet récemment qui disait ah, si vous voulez regarder un bon film sur la Shoah, il y a Shoah de Claude Lanzmann qui est actuellement, je crois, disponible sur la chaîne d'Arte, si je me trompe pas. Je vais rechercher, mais évidemment, bon, pour moi, Shoah de Claude Lanzmann, c'est quand même un film très important, évidemment, et c'est un film à voir, et c'est un film, faut le voir au moins une fois dans sa vie. Parce que bah, ça reste, voilà, première époque, donc c'est le film de 4h30, enfin c'est le début de 4h30, c'est un film de 9h, les gens. Shoah, c'est, faut se le prendre en 2 fois, faut se le prendre dans la gueule, mais c'est un film, voilà. Faut le mater. Ah oui, je sais, 9h30, je sais, 9h30. Moi, j'ai maté La Condition de l'homme là récemment, c'est 9h30 aussi, c'est même 9h40 à peu près. Donc c'est, je sais que c'est long, hein, bien sûr, mais faut le mater quand même. Et, et moi, évidemment que c'est des films où il faut les voir, mais par contre, je sais qu'il y a quelqu'un qui disait ah, Shoah de Claude Lanzmann est disponible sur Arte, et quelqu'un qui répondait en commentaire Lanzmann le sioniste. Encore une fois, moi j'en ai déjà parlé lors de la critique de Chantal Akerman, les gens qui disaient ouais, Chantal Akerman est une immense sioniste, tout ça. Lanzmann est mort depuis 20-30 ans, je sais plus exactement. Ça fait quand même un moment qu'il a passé l'arme à gauche. Ça ne dit rien sur... et c'est pas parce qu'il y a eu un projet sioniste qui est la naissance d'Israël qui s'est quand même terré pas mal sur la culpabilité. Depuis 2018, ah, il est pas mort il y a si longtemps, putain. Mais il est mort depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Je pensais un peu avant. Mais globalement, c'est pas parce qu'il y a une personne qui, en plus, encore une fois, ne tirait aucun bénéfice de ce film-là. Et c'est pas parce que l'entité sioniste qu'est Israël s'est terrée en grande partie sur la Shoah et sur la culpabilité de la Shoah qu'il faut nécessairement commencer à dire que Shoah de Claude Lanzmann n'est pas un film important et qu'il faut le radier et qu'en fait finalement il faut pas le voir. Parce que reste que pour moi, il faut le voir, le choix de Claude Lanzmann. Tout comme, d'ailleurs, il faut voir des films problématiques faits par des gens problématiques qui peuvent être importants pour l'histoire de l'humanité. Moi, je pense qu'il faut voir Naissance d'une nation. C'est très dur, hein, bien sûr, mais il faut voir Naissance d'une nation. Tout comme il faut voir le Juif Sus, tout comme il faut voir énormément de films qui sont... Le Juif Sus, c'est un vrai nom de film, hein, les gens. C'est pas une blague par rapport à Among Us. C'est vraiment un vrai nom de film et ça a été un film très important dans l'histoire de... Putain, il y a des pouces rouges sur Choix de Claude Lanzmann, c'est une folie. Genre, vraiment, il y a vraiment des gens qui mettent des pouces rouges sur Choix de Claude Lanzmann, c'est dingue, quoi. Arrêtez de critiquer. Pas un jour sans parler de la Shoah, pas un gros matraquage constant. En même temps, les gens, c'est la Shoah, c'est quand même... Oui, voilà, faut voir des films de Riefenstahl, faut voir des films évidemment assez durs à regarder, selon votre vécu. Moi, je suis pour le fait de voir des films qui, selon votre vécu, peuvent être durs à regarder, quoi, vraiment. Parce qu'il faut se confronter aux choses, quoi. Il faut se confronter à la chose. Alors évidemment, si, je sais pas, si vous avez vécu des choses très graves et qui font qu'il y a un film où le sujet fait que ça peut pas passer, je comprends totalement, bien sûr. Mais je pense que c'est des sentiments qu'il faut commencer à dépasser, quoi. Même Kaamelott. Oui, même Kaamelott, il faut se forcer. Non, mais voilà. Je l'ai vu, Naissance d'une nation, dur mais grave intéressant comme naissance du cinéma épique. Ben, bien sûr. Même les films faits par DFDP, faut les voir. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que moi, pour revenir un peu à du coup tout le débat qu'il y avait eu autour de la liste de Schindler, c'était de dire c'est quand même dégueulasse et la seule manière de voir voir la Shoah, c'est Shoah de Claude Lanzmann, quoi. C'est la seule manière de le voir. Et moi je suis pas d'accord parce que c'était une guerre mondiale, c'était une guerre qui a impacté des tonnes de gens, qui a impacté des tonnes de personnes, d'autres peuples d'ailleurs que le peuple juif, ça évidemment. Donc voilà.
La simple idée d'essayer de créer du suspense sur la question de savoir si le gaz de la pomme de douche va arriver est innommable. Pour moi, le seul film responsable sur la Shoah est Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Resnais demande aux spectateurs: qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? C'est un témoignage c'est le témoignage de Haneke, ça, que tu mentionnes, Fadness? J'imagine que c'est ça. Bah, je comprends évidemment qu'il y ait une critique sur ça. Bah non, c'est... En fait, moi, ce que je vois dans la question du suspense du gaz de la pomme de douche, c'est aussi que tu vois la chose du point de vue des juifs de l'époque, c'est-à-dire de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer, tout simplement. Et tout comme d'ailleurs, dans La Voix de Hin Rajab, il y a des moments de suspense, entre guillemets. Il y a des moments où tu dis: ah, en fait, elle va être secourue. Ah, en fait, machin. Sachant que Hin Rajab est décédée. Tu sais, je pense que quand tu rentres dans une salle pour voir La Voix de Hin Rajab, tu sais qu'elle est décédée. Tu vas pas... En fait, c'est pas un film que tu vas voir sans a priori. Et c'est ça, peut-être un petit peu aussi le problème qu'ont certains avec La Voix de Hin Rajab, c'est que tu vas le voir avec déjà des a priori et déjà des manières de voir les choses. Tu sais déjà, quand tu vas voir La Voix de Hin Rajab, que soit tu vas... merci beaucoup, Refotop, merci beaucoup pour tes 10 mois de sub. Mais tu sais déjà, quand tu vas voir La Voix de Hin Rajab, que soit tu vas détester parce que tu vas trouver le procédé immonde, et donc du coup tu vas te dire: ok, bon, je vais être très critique du film et je vais trouver le procédé immonde. Soit tu vas le voir en te disant: bon, je sais ce qui s'est passé autour de Hin Rajab et je sais qu'elle meurt à la fin. Et évidemment que quand tu vois un film comme ça, tu vas te dire: mais j'ai pas d'espoir devant. Mais vous savez, c'est comme... en fait, tu sais dès le départ, quasiment, avant même de rentrer dans la salle, que Hin Rajab est décédé. Et moi, ça me fait penser à un film. Et évidemment, ça peut sembler aussi très étrange. Et moi, je reprends... on avait reçu ici Nicolas de Tsunami, qui nous parlait de la manière qu'avait Desplechin de parler de Shoah de Claude Lanzmann, justement. Et qui nous disait: en vrai, c'est normal, si vous regardez le film, que vous pensiez à Renoir, que vous vous dites: ce plan il est vachement beau. C'est normal de penser ça, et c'est pas grave. Et je reprends ça avec La Voix de Hin Rajab en disant: moi, ça m'a fait penser un petit peu, par moment, à l'impasse de De Palma. Parce que l'impasse de De Palma, dedans, on sait dès le départ, dès les 5 premières minutes, que le personnage ne va pas s'en sortir. On le sait déjà. Et le truc, c'est qu'on regarde le film. Merci beaucoup, Manon 2012. Mais du coup, on regarde le film, on continue, et à un moment, on se dit: ah, mais en fait, putain, il va réussir, tout ça. Et bam, retour à la réalité. Ah bah non, c'est vrai. Mais t'avais oublié, t'es débile, t'avais oublié qu'il mourait en fait à la fin. T'as vu tout le film est un flashback, et tu sais déjà qu'il meurt à la fin. Donc forcément, c'est un truc où tu rentres vraiment dedans, et tu te dis: bah oui. Voilà, et le film s'appelle L'Impasse. C'est Carlitos Way en VO, donc à la limite, voilà. Mais le film s'appelle L'Impasse. Tu sais déjà que à la fin, il va mourir. Mais par contre, quand t'es dans le film, quand t'es dedans, quand t'es dans l'ambiance de la chose, tu sais exactement que à la fin, tu te dis: merde, ça se trouve, il va réussir, quoi. Sunset Boulevard l'a également fait, mais bien sûr. Mais tout comme Citizen Kane aussi, qui débute par la mort du personnage. Donc, t'as plein de moments comme ça. Et quand tu vas voir La Voix de Hin Rajab, tu te doutes bien, même pendant le film, même sans le savoir l'histoire avant, que s'il y a un film sur ça, c'est qu'elle n'est plus de ce monde. C'est qu'il s'est passé quelque chose de très grave et que si c'est un vrai enregistrement, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'absolument horrible. Et donc tu le sais. Mais par contre, il y a un moment, c'est là que le film est assez piège, il y a un moment où on est du point de vue des personnages. On est d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais c'est un huis clos total, on est uniquement du point de vue des opérateurs du Croissant Rouge palestinien. On sait à un moment que ça va... comment dire, on est mis de leur point de vue, et on pense à un moment, en tout cas moi je sais que j'ai eu ce sentiment-là, j'ai eu ce sentiment à un moment de me dire: attends, si ça se trouve, ils vont réussir en fait. Parce qu'on a un moment où tout est à côté, où les médecins sont juste à côté, où c'est bon, quoi. Et en vrai, je trouve que voilà, tu vois le film, je pense que le sentiment, c'était de vouloir faire ça. Mais reste que c'est une reconstitution, de ce que j'ai compris, plutôt exact de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant un moment, l'ambulance était juste à côté, et en fait ils ont tiré sur l'ambulance, donc tout était fini, parce que l'ambulance, déjà qu'elle avait mis du temps à venir, qu'il y avait eu tout un problème administratif pour faire en sorte qu'elle vienne, tout ça, tout est terminé à ce moment là.
Et c'est la chose qui rend, c'est l'aspect qui rend le film absolument dur à regarder également. Bien sûr, c'est qu'en fait, on nous fait miroiter cet espoir pendant un moment, et en fait, ça ne fonctionne pas. Mais tout comme, et je veux dire, là, on rentre dans un côté où on va pas nécessairement s'identifier. J'aime pas de dire qu'on va s'identifier à des personnages, mais en fait, on va rentrer dans les sentiments exacts qu'ont pu vivre les secouristes du Croissant Rouge, parce que en fait, c'est là aussi où je trouve le film assez brillant, c'est que on va pas se mettre du point de vue d'une personne palestinienne, parce que c'est pas possible. Et je pense que là, pour le coup, ça serait innommable que de rentrer du point de vue des Palestiniens. Parce que bah, c'est impossible de vivre la même chose que vivent les Palestiniens juste derrière un écran et juste derrière une toile de cinéma. C'est impossible. Mais par contre, on peut se rendre compte de ce que c'est que de devoir secourir des Palestiniens et d'assister sans pouvoir intervenir à ce destin-là, et d'assister sans pouvoir y aller, quoi, sans se dire mais c'est mort, je prends ma bagnole, j'y vais. Et c'est typiquement le destin, enfin ce que vivent ces personnes du Croissant Rouge palestinien. Et donc, moi ce que j'observe, c'est que le film il nous met du point de vue de ces personnes-là, il nous met pas du point de vue de Inrajab, il nous met du point de vue des gens qui écoutent comment dire, qui écoutent cette voix-là. C'est pour ça que le film s'appelle La Voix de Inrajab et pas juste Inrajab, quoi. C'est les gens qui écoutent la voix de Inrajab et qui n'ont pas d'autre rapport avec Inrajab. Ils voient rapidement, son portrait, quelques photos, mais ils ne savent pas exactement dans quelle situation elle est. C'est innommable en fait, c'est impossible de savoir. Et ce qu'on voit, c'est l'après, à la toute fin, on voit l'après, quoi. On se sent aussi impuissant que les gens du Croissant Rouge, bien sûr. Voir le doc Comment filmer la guerre de Toré, Florian Emilio Siri raconte qu'un ancien soldat lui a dit qu'il a fracassé un bébé contre un mur. Il dit qu'au cinéma, c'est impossible de montrer ça. Bah, pourtant, c'est une réalité, mais ouais, mais le cinéma a aussi ses limites qui font que c'est impossible de montrer quelque chose. Déjà parce que c'est impossible de ressentir la même chose alors ça, déjà, voilà, ressentir la même chose, s'identifier. Je pense que vous avez vu suffisamment de vidéos d'Antoine Goyard qui en parlent là-dessus, sur le procédé d'identification, à quel point c'est un peu pourri, tout ce qui est Brecht, tout ça. Je vais pas refaire des cours là-dessus. Mais le sentiment d'identification, les gens, c'est pas un objectif que veut atteindre vraiment nécessairement tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices. Ça, évidemment. Mais par contre, il y a quand même quelque chose, c'est que vouloir, par contre, dire voilà le sentiment qu'ont eu ces personnes-là, est-ce que tu peux ressentir ce sentiment-là, c'est possible aussi, quoi. J'ai pas vu le doc The Art of Killing. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, dire que c'est un peu too much en termes de pathos, je trouve c'est nul. Parce que, bah, justement, le film, il sort jamais les violons, il sort jamais, il dit, il essaye jamais de forcer un sentiment, j'ai envie de dire. Perso, moi, je ne vois que trop une sorte de jubilation du réalisateur à créer de la mise en scène et du suspense en se basant sur cet enregistrement réel. J'aurais été beaucoup moins gêné si tout avait été reconstitué, je pense. Le mélange est étrange. Ça, en fait, je comprends parce que c'est une des critiques aussi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec des potes qui n'ont pas vu le film encore et qui m'ont dit mais moi, je pense aux acteurs et je pense à comment ça s'est passé le tournage. Et si vous voulez, je peux même... on passe de Choix de Claude Lanzmann à ça. Donc, moi, je regarde cet épisode-là de Bloqué, et c'est vrai qu'il souligne quelque chose d'important. Putain, il était chambé ce film. Je sais pas. Il sort à mort les violons. Pour moi, il sort pas les violons quand même. La voix de Inrajab. Justement, il te montre juste des choses, et il va pas te foutre de la musique. Ou alors, s'il en fout, c'est vraiment que j'en ai pas entendu. Genre, que j'étais peut-être trop omnibulé par le film. Mais pour moi, justement, en fait... là, je te dis, c'est de la merde de dire que en termes de pathos, c'est nul. Elle meurt pas, l'autre s'évanouit, repleure, etc. Mais ça, c'est la réalité. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est la réalité de la chose. Il n'y a pas besoin de foutre du pathos dessus, de foutre vraiment de la musique, de regarde, là, tu pleures, etc. Je dirais quand même que là, c'est juste la réalité de la chose. Et c'est la réalité des sentiments de montagne russe qu'on peut avoir, elle est morte, elle est en vie, elle est morte, elle est en vie. Et même, c'est un sentiment totalement normal qu'on peut avoir face à quelqu'un qui est sur le bord de la mort, qu'on voit comme ça par-ci par-là. Je vais prendre un exemple, c'est Charlie Kirk.
pardon, non, je vais pas prendre cet exemple-là. Mais quand on voit des gens subir des tentatives d'assassinat, comme bah, là avec Inrajab, évidemment qu'on se dit, mais est-ce que la personne est au bord de la mort à ce moment-là, ou est-ce que la personne, finalement, non, retirez cette référence à Charlie Kirk de votre tête, mais est-ce que la personne est au bord de la mort à ce moment-là, ou est-ce que la personne est en train d'être sauvée? Et ça, c'est un truc, ça arrive. Évidemment que ça arrive quand tu es particulièrement, j'ai l'impression, quand tu es dans un call center comme le Croissant Rouge palestinien. Genre, ça arrive tout le temps de se dire, là, c'est possible de sauver la personne, là, c'est pas possible de la sauver. Et pour moi, justement, il y a une anecdote à un moment d'une personne, je sais plus exactement quel personnage c'est, qui dit, une fois, on était 5 heures à faire en sorte à faire en sorte que de faire une naissance, c'est ça. Il y avait une personne qui était enceinte et ils ont fait en sorte que le bébé puisse naître, que tout se passe bien, etc. Et on a bossé comme ça pendant 5 heures, et quand on a entendu les cris du bébé, on était ultra heureux. Mais parce qu'en fait, pendant 5 heures, on ne savait pas exactement ce qui allait se passer. J'ai dû guider un enfant de 12 ans, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, en mode il y avait son frère de 12 ans qui était à côté, qui a dû faire en sorte de le faire naître. Et ça, en fait, ça te fait vivre des montagnes russes, parce que tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Donc voilà, l'ami là-bas, oui, voilà, c'est ça. Bruno Dumont a dit, le cinéma est là pour purger la question du bien et du mal. L'art est là pour purger, pour nous soulager de toute l'inhumanité que l'on a en nous. Bah oui, c'est pour ça que, pour moi, ça reste aussi du cinéma. Et c'est pour ça que, pour moi, tu peux juger La Voix de Inrajab comme un film de cinéma comme un autre. Et tu peux dire, ouais, pour moi, c'est too much en termes de pathos. Ça, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que, justement, c'est un film qui a l'air de tenter de faire une reconstitution le plus fidèle possible. Notamment, je pense à un moment... En fait, il y a un moment où tu as un personnage qui filme exactement ce qui se passe. Et en fait, ce qu'on voit dans le téléphone, c'est la réalité. C'est ce que la personne a filmé, avec les vraies personnes. Et ce qu'on voit en dehors du téléphone, c'est la reconstitution. Et ça, là-dessus, pour moi, c'est le film qui nous dit, on essaye de faire la reconstitution la plus fidèle possible. Alors évidemment, c'est possible qu'il y ait des trahisons en soum-soum, tout ça. Mais j'ai quand même l'impression, vu que ça utilise les portraits des personnes du Croissant Rouge palestinien à la fin, moi, ça me choquerait qu'il y ait une des personnes qui a vraiment vécu ça, qui dise là c'est pas réel, là c'est pas réaliste, là c'est pas ce qui s'est passé totalement. Ça me choquerait un petit peu. Je me dirais, mais du coup c'est bizarre quand même. Et je pense que la volonté de Kauter Banania, c'est vraiment d'être le plus proche possible de la réalité. Et c'est de faire la reconstitution la plus fidèle pour justement honorer la mémoire de Inrajab. Donc c'est pour ça. Et moi, c'est constamment ce truc où un des arguments qui ressort par rapport à La Voix de Inrajab, c'est de dire non mais imagine les acteurs, comment ils ressentent ça. Et moi du coup j'ai mis cet extrait là de bloqué, je vais mettre ça. Putain, il était chambé ce film. Je sais pas. Je trouve que l'histoire elle tient pas debout. Mais c'est la liste. Donc voilà, là c'est c'est la critique de base des gens qui n'ont pas aimé la Voix de Inrajab. De Schindler, c'est vraiment arrivé ça. Sérieux? Vas-y, remets. On va se regarder ça dure 2 minutes, un bloqué, vous connaissez de toute façon. Putain, Liam Neeson, il est tout le temps balèze au cinéma. Non seulement il a sauvé plein de juifs de la déportation, mais en plus il a... Oui, alors Ous, quelqu'un m'a fait la remarque hier, mais c'est vrai que c'est Ben Anya. Quand je le dis vite, ça peut sonner comme ça, mais c'est Ben Anya. Les gens, c'est vraiment... entraîné Batman Bloqué, et c'est pas choufin un peu. Obi-Wan Kenobi. Et c'est tapé Claudia Schiffer en plus. Dans quel film? Love Actually. Bah quoi, c'est un classique Love Actually. Je suis en cours et le prof me montre une vidéo. Voilà. Cours de cinéma, il faut montrer cette Tu crois vidéo-là. qu'il y a un bêtisier de la liste de Schindler? Tu crois qu'ils vont faire une suite à la liste de Schindler? Tu crois qu'ils vont faire un spin-off sur la gamine au manteau rouge? Tu vois? Et ça, en vrai, moi, je trouve que c'est des questions très pertinentes. Je pense qu'en vrai, c'est peut-être un des épisodes qui a été écrit par les gens les plus cinéphiles de Bloqué, parce que Bloqué, c'est donc Orelsan et Gringe, mais c'est aussi Kahn et Navo, c'est aussi Flaubert, c'est aussi, je crois, une autre personne encore, je sais plus exactement. Et en vrai, ça, c'est des questions qui sont très très pertinentes là-dessus, qui sont très pertinentes pour rentrer justement dans tous les questionnements qu'il y avait autour de la liste de Schindler. C'était de dire, il a pris un thème aussi grave que la Shoah et il a décidé d'en faire un divertissement. Et pour moi, effectivement... Ah, c'était Cotentin, ok. Mais... Corentin, je crois, je sais plus. Non, c'est Clément. Putain, c'est Clément Cotentin. Mais en vrai, je trouve que c'est extrêmement pertinent
par rapport à la liste de Schindler, parce que c'est effectivement des réflexions de se dire, quand tu commences... Parce que, pour rappel, hein, la liste de Schindler sort la même année pour Steven Spielberg que Jurassic Park, qui lui, pour le coup, a eu des spin-offs, a eu des jeux vidéo, des adaptations à côté, tout ça. Est-ce qu'on imagine que la liste de Schindler aurait pu être un jeu vidéo ? Non, quand même pas. Mais, par contre, comme ça rentre dans toute une entreprise hollywoodienne où t'as des logos avant la liste de Schindler, avec, je sais plus exactement qui distribue la liste de Schindler, si c'est la Fox, si c'est Paramount, si c'est Universal, mais voilà, donc t'as quand même des gens qui sont des producteurs derrière la liste de Schindler. Donc tu rentres dans tout un procédé de l'industrie hollywoodienne qui fait que l'industrie hollywoodienne, elle voit un film qui fonctionne et imaginez le pire. Et c'est ça un peu l'angle où la liste de Schindler était un peu branle-ballant, c'était de se dire, enfin, le côté où la liste de Schindler était un peu entre deux feux, c'était de se dire que c'est un film où il faut que ça fonctionne, parce qu'il faut montrer l'horreur de ce qui s'est passé dans les camps, et du coup, c'est ça qui est beau, j'ai envie de dire, c'est que le film a quand même plutôt fonctionné, mais en même temps, imaginez que ça fonctionne trop. Imaginez que ça soit, genre, le film le plus rentable de tous les temps. Le film le plus rentable de tous les temps, c'est Avatar, on a eu 4 suites, plus des jeux vidéo, plus des BD, plus plein de trucs. Imaginez enfin je dis le plus rentable, mais qui a rapporté le plus au box-office. Le film le plus rentable de tous les temps, c'est Paranormal Activity, mais qui a eu énormément de spin-off, de suites, tout ça. Imaginez que ce film-là, ça soit le film qui a généré le plus de thunes. Forcément, ça voudrait dire qu'il y aurait des gens qui voudraient des spin-offs, qu'il y aurait énormément de gens qui feront des films très similaires. Quelqu'un dans le chat qui dit pas de suite à Titanic par exemple, mais il y a eu tellement de films qui essayaient de faire du Titanic-like entre guillemets, du Titanic core, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un truc où, en fait, c'est un peu le truc là où il est entre deux feux la liste de Schindler, c'est que heureusement qu'il a pas marché. Mais en même temps, heureusement qu'il a bien marché. C'est là où il est dans un questionnement très étrange aussi par rapport à ça, Spielberg. Ouais, ce serait une très bonne série Netflix. Ça s'est passé quand, la liste de Schindler? Bah, en 39-45. Alors pourquoi c'est en noir et blanc, alors que Jurassic Park c'est en couleur? Alors que les dinosaures ils sont beaucoup plus vieux que les juifs? Bon, celle-là, elle est bien. C'est quand même une excellente série bloquée, on va pas se mentir. Et n'empêche, ça doit être chaud de tourner un film sur l'Holocauste. Grave. Imagine, t'es Liam Neeson. C'est ta pause du midi. Tu goûtes ta purée, tu te rends compte qu'elle est froide. Tu te dis, putain, les mecs, wesh, je suis Liam Neeson quand même, je suis un acteur d'Hollywood, donnez-moi de la purée un peu chaude. Donc tu vas pour engueuler le chef, normal. Tu te lèves, et là, tu vois que des mecs habillés en déportés. Tu fermes ta gueule, tu bouffes ta purée froide. Et ça, c'est la critique que j'ai trouvée le plus autour de La Voix de Inrajab, c'était de dire, ouais, mais imaginez les acteurs. Mais les gens, genre, et là, ça vaut même pour Liam Neeson. Vous pensez que les acteurs qu'il y a derrière La Voix de Inrajab, ils sont en mode, bon, le sujet, il m'importe pas tant que ça, c'est un cachet comme un autre. Je pense quand même que, je veux dire, moi, c'est toute les trucs autour des biopics, notamment je pense à un biopic récent qui est le biopic sur Simone Veil, où bah, t'avais vraiment, alors c'était Elsa Zilberstein et Rebecca Marder qui jouaient Simone Veil, où ils disaient que c'était pas un rôle comme un autre, que c'était quand même quelqu'un qui a été déporté, qui a apporté des combats importants, tout ça, vous connaissez, et que c'était pas un rôle comme un autre. Je pense que quand tu joues dans un film comme La Voix de Inrajab, ça sera pas un film parmi tant d'autres dans ta filmographie. Ça peut pas être considéré comme ça. Et en fait, je trouve que les gens sont trop critiques de se dire moi, je pense que les acteurs, ils ont pensé ça, et en fait, pour eux, ça a été un rôle comme un autre, et puis voilà. Je pense pas, vraiment. Je pense pas. Je pense que vraiment, ils ont été très touchés par ça, et c'est pour ça qu'ils ont voulu rejoindre le projet. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu porter le projet, et c'est quelque part pour ça qu'ils ont voulu le mieux. Je sais même pas s'il y a des histoires de le mieux joué possible. Je pense que tout simplement, ils ont été très touchés par cette histoire, et qu'à chaque fois, c'était impossible. Encore une fois, on ne sait pas quel a été exactement le procédé de tournage. J'ai mis de côté une interview de Kauter Ben Anya, mais voilà, certains acteurs sont palestiniens, mais voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un sujet qui les touche personnellement, et d'ailleurs, le film, je trouve,
Là-dessus, il est très bien construit, entre guillemets, parce que bah, tu as différentes personnalités et différentes manières de réagir face à tout ce qui se passe dans la voix de Inrajab. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir différents vécus qui permettent vraiment de ressentir différentes choses, quoi, tout simplement. Donc je finis juste l'épisode de bloqué, je crois qu'il y a une blague à la fin à chaque fois, si je me trompe pas. Mais non, parce que Jurassic Park, ça se passe à notre époque. Ouais, bah les dinosaures, ils devraient être en noir et blanc. Oh, ça restait drôle. Mais voilà, mais c'est pour ça que moi je vois des tweets et je vois des gens critiquer et dire ouais, mais imaginez comment les acteurs ils ont pu vivre tout ça. Et je vois aussi une autre critique qui revient. Encore une fois, j'en ai rien à foutre des gens qui font des critiques sur tel film, tout ça. Mais un truc qui m'énerve chez les passionnés de cinéma, c'est quand vous permettez de noter des films comme Muganga ou La Voix de Inrajab en les analysant comme des films lambda. Ce ne sont pas des films, ce sont des témoignages. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis vraiment pas d'accord parce que bah c'est des films. Je vois pas comment tu peux dire que c'est pas des films. Si vous voulez regarder le témoignage, vous écoutez le témoignage, quoi. Vous regardez ça. Quid du film du 5 septembre qui reprend les événements de Munich, du Munich de Spielberg avec un angle différent. Ça date de fin janvier 2024 en plus, donc même pour eux c'est encore très proche. La voix de Inrajab, pardon. J'ai cru que tu parlais du film parce que c'est vrai qu'il est sorti récemment. Mais c'est vrai que le film 5 septembre, bah, c'est un film comme un autre sur un événement qui a été très grave évidemment. Mais en fait, si tu t'interdis en tant que cinéma de parler de tel événement parce que cet événement-là il est très grave, frérot, un peu compliqué quoi. Un truc qui m'énerve chez les non passionnés de cinéma, c'est quand ils croient inventer la roue mais ne s'intéressent pas à la critique. Nanana, on ne peut pas critiquer, ok loser. Bah non mais je m'en fous, je veux dire à la limite c'est quelqu'un qui peut-être... En fait, encore une fois, c'est des débats entre cinéphiles, et pour le coup, c'est des débats qui reviennent très très souvent de la part de la critique cinéphile et de la part de plein de gens, de dire... Oui, mais comment est-ce que tu critiques un film comme ça? Comment est-ce que tu... Parce que noter un film, c'est genre le critiquer. Alors, c'est la critique la plus basique du monde, la critique la plus nulle, mais c'est une manière de le critiquer. Et effectivement, c'est vrai que c'est tellement déplacé de venir mettre un 3 étoiles sur un film comme ceux que j'ai cités en nous parlant des plans ou en disant que ces tirs-larmes, vos analyses et vos avis ne sont pas essentiels pour tout ce qui se passe au cinéma. Bah... Pour moi, oui, tu peux commencer à parler des plans, tu peux commencer à parler de tout ce de la manière de mettre en forme ce témoignage-là. Parce que un témoignage, évidemment, je vais pas noter un témoignage, tout comme je vais pas noter un live stream sur Twitch, tout comme je vais pas noter un truc qui s'est réellement passé. Je sais pas, je vais pas noter la vidéo de l'assassinat de Charlie Kirk en disant ouais alors ce plan-là il était meilleur que l'autre. Non, c'est nul. Je veux dire, je vais pas, ça se note pas ça. Par contre, un documentaire. Bah, c'est un film de cinéma. C'est un film qui est censé être vu dans un certain contexte. Alors parfois c'est censé être vu chez soi ou au cinéma, ça peut dépendre. Mais c'est un film qui est mis en scène. Et c'est un film avec du montage. C'est un film avec du scénario. C'est un film avec plein de trucs. J'ai mis 6 sur 10 à la Joconde. Ça tu peux. Vaincre ou mourir, on peut pas critiquer du coup. Bah oui, parce que c'est... Justement, en fait, c'est d'ailleurs un argument contre nous. C'est-à-dire que Vaincre ou mourir commence littéralement par des historiens qui disent voici ce qui s'est passé. Du coup, c'est pas possible de le noter. Parce que bah, c'est des témoignages. C'est une manière de mettre en forme des témoignages. Et c'est là que, pour moi, tu peux commencer à critiquer la voix de Inrajab. Tu peux commencer à dire, ouais, la voix de Inrajab, il y a des critiques à en faire. Si je commence à critiquer le Vaincre ou mourir, alors que pourtant, il utilise cette carte piège qui est de dire, regardez, c'est vraiment ce qui s'est passé, bah du coup, ça veut dire que tu peux pas critiquer non plus Vaincre ou mourir. Donc bon. Inviterai pour parler du film de Zapruder sur JFK. Mais je pense que même le film de Zapruder sur JFK, donc qui est, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est littéralement un film qui filme l'assassinat de JFK. C'est quelqu'un qui filmait comme ça ce qui se passait à Dallas, et en fait, il se trouve qu'il a filmé l'assassinat du président des États-Unis. Donc voilà. Je réitère, la critique, c'est pas donner les bons et les mauvais points, c'est créer de la pensée autour d'un objet. Esthétiser, c'est un acte moral. Critiquer, c'est un acte moral. Mais bien sûr. C'est pour ça que pour moi, même les gens qui disent, La liste de Schindler est un film abominable, La voix de Inrajab est un film abominable, vas-y, je comprends. Mais par contre, commencer à faire la morale sur les gens, pas d'accord non plus, quoi.
Je remets ici mon avis plus nuancé parce que vous dites tous la même chose et vous me fatiguez. Moi, j'écoute ça. J'ai mute le tweet le concerné, a vu mon avis et sur ses propos, le reste ne me regarde pas. Bon, c'est Régé, du coup, qui a, qui a fait son tweet. Je vais quand même dire que non, je ne dis pas qu'il faut ne pas critiquer un film à partir du moment où il provient d'une histoire vraie. Quand vous parlez à des Palestiniens, vous pourrez vous permettre de venir débattre avec moi. On se bat tous les jours pour mettre de la visibilité sur la situation actuelle de leur cagnotte, moi aussi. Et ce genre de film, même si je n'aime pas le contexte dans lequel il a été réalisé, il rend l'événement exceptionnel. Tout Hollywood l'applaudit alors qu'il y a encore des milliers de Inrajab qui attendent d'être sauvés. Alors, moi, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, ce côté où il rend l'événement exceptionnel, parce que, bah, encore une fois, c'est un film comme un autre, qui sort dans une salle comme un autre, et le truc, c'est que tout Hollywood l'applaudit. Non, il y a... Alors, justement, dans les producteurs du film, moi, ça m'a un petit peu surpris, mais il y a des producteurs qui sont des gros noms du cinéma, mais qui ont, je crois, produit le film après qu'il ait été réalisé, donc c'est purement pour le distribuer, tout ça. Si je me trompe pas, hein, bien sûr, ça se trouve, je me trompe. Mais dans les producteurs du film, il y a, si je me trompe pas, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón, Jonathan Glazer. En fait, il y a des gros noms qui ressortent de la part de la production. J'imagine que le film n'a pas non plus coûté des millions d'euros, mais il faut quand même payer des gens pour ça. Ça, d'ailleurs, pareil, hein. Parce que les gens, ils ont quand même été payés là-dessus. Mais ça, ils pourraient faire bénévolement si le sujet était si important que ça, etc. Je pense que c'est des arguments qui peuvent s'entendre. Mais bah, il faut quand même payer pour faire un film comme ça. C'est pour ça que le film il rentre dans une économie du cinéma qui fait que ça reste un film comme un autre, même si il a une forme plus étrange, quoi. Pour que ça applaudisse de manière unanime à Hollywood, faut parler de Hollywood. Après, je suis pas un footix du ciné. Bah, après, le truc, c'est que même ça n'a pas été applaudi de manière unanime à Hollywood. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de gens qui, alors soit qui n'ont pas vu le film, soit qui trouvent aussi le film abject. C'est possible de trouver le film abject. Donc bon. C'est possible de trouver le film abject majoritairement quand tu es quelqu'un de plutôt sioniste, plutôt anti-palestinien, tout ça. Ça peut arriver, bien sûr. Et je pense que vous connaissez un petit peu Hollywood, vous savez comment ça marche, vous savez que ça ne fonctionne pas, quoi. Que c'est pas non plus des gens très réglo là-dessus, quoi. Brad Pitt, c'est un bon. Sam la menace, tu gardes ça pour toi. Voilà. Pour les Oscars, ça va être... Bah, j'imagine qu'il va rafler des trucs aux Oscars quand même. Mais ça, d'ailleurs, je sais que ça avait fait polémique autour parce que du coup, il était à la Mostra de Venise et il a eu le Grand Prix. Mais il a pas eu le Lion d'Or. Il a eu genre le Grand Prix. Et tu te dis, ouais, mais c'est quoi le film le plus important que ça? Et c'est genre un film sur la famille de Jim Jarmusch. Ouais, bon, mais après, je trouve que c'est une critique un peu malhonnête, entre guillemets. Tu peux faire le même argument pour le Festival de Cannes qui a donné la Palme d'Or à Justine Triet et à Anatomie d'une chute et qui a donné le Grand Prix à La Zone d'intérêt. Ça voudrait dire que une dispute de couple est plus importante que la Shoah. Genre, voilà. Justement, le film évoque à un moment cette incapacité à créer de la visibilité car il y a déjà un déluge d'images crues qui tournent sur les réseaux et sur cet aspect d'une certaine concurrence malsaine de l'horreur, c'est déjà un point hyper intéressant. Mais ça, je l'ai déjà mentionné dans ma critique, mais tu fais très bien de le rappeler. Parce que pour moi, c'est un film qui interroge justement son propre dispositif. Je veux dire, peu importe ce qu'on pense de la voix de Inrajab, peu importe si on pense que c'est trop pathos, des trucs du genre, c'est aussi un film qui... C'est pas juste mettre en scène le témoignage. C'est pour ça que pour moi, c'est pas juste pathos. C'est qu'il y a quand même un truc où le film questionne son propre dispositif, questionne le fait que... À quoi ça sert en fait? Questionne le fait que c'est juste... ça va être... un événement parmi tant d'autres et ça va pas être réglé parce qu'on se dit ah mais c'est bon on a déjà 10 000 trucs à régler, il y a de la guerre partout dans le monde, etc. Ce qui est l'argument de beaucoup de gens, c'est de dire ouais, typiquement beaucoup de sionistes qui disent ouais c'est une guerre sale mais c'est une guerre comme partout, et c'est des arguments aussi d'énormément de sionistes de dire on vous entend pas parler sur le Congo, on vous entend pas parler sur le Yémen, on vous entend pas parler sur machin, et en fait c'est dégueulasse comme argument évidemment, mais c'est un vrai truc de les gens qui pensent qu'il y a de la concurrence entre telle lutte, tel combat à mener, quoi. Et c'est tous les trucs en mode, et c'est ça ton combat, tout ça de... Ah oui, c'est beau. Et donc du coup, je finis juste.
Ce genre de film, même si je n'aime pas le contexte dans lequel il a été réalisé, permet justement de mettre de la visibilité. Alors oui, ils vont tout faire pour vous émouvoir, mais c'est normal. Le génocide à Gaza est aussi une guerre d'information, et oui, ils vont tout faire pour vous rallier à leur combat. Venir le pointer du doigt alors que vous savez le pourquoi du comment, je trouve ça déplacé. Bref, je m'engage plus dans le débat. Je comprends totalement. Et je trouve... Merci beaucoup, Lisha le chat. Mais, mais je trouve que, en vrai, mine de rien, c'est important de commencer à critiquer des films comme ça, et même parfois de dire que le dispositif il est pas top, moi j'ai pas je trouve que ce sera pas le film le plus efficace du monde, tout comme il y a eu des tonnes de critiques sur la liste de Schindler, tout comme il y a eu des tonnes de critiques sur, et ça d'ailleurs c'est le point où je voulais venir par rapport à la liste de Schindler, c'est pour ça que j'avais montré même l'épisode de Bloqué, tout ça, c'est que pour moi la liste de Schindler, je sais que quand j'étais en études de cinéma, on a commencé à nous dire ouais alors la liste de Schindler ça a été très critiqué, tout ça, enfin voilà, tous les pans de la critique que moi j'étais pas nécessairement au courant parce que je venais de commencer mes études de cinéma, tout ça, donc j'étais pas nécessairement au courant de toutes les critiques qu'il y avait, parce que moi famille juive, j'ai regardé la liste de Schindler, j'ai été très touché, enfin voilà, et donc forcément j'entends dire qu'il y avait des critiques de la part de la critique, j'entends tout ça et je me dis ok. Et on commence à nous projeter un film qui s'appelle Les Fils de Saul. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le Fils de Saul, c'est un film du coup qui est intégralement, quasiment en plan séquence. Et en fait, ce qui est commencé à nous dire, c'était de dire ouais, alors ce film-là, c'est une bonne manière, c'est même la bonne manière de filmer la Shoah, c'est de faire en sorte de la montrer pleinement, avec un gros travail sur le son, un gros travail sur l'image, et de pas faire des cuts, de pas faire de montage, et de le moins possible esthétiser. Et moi je dis mais c'est con, enfin le film est ultra esthétisé. Genre vraiment, l'image comme ça, tu l'as pas, genre... parce que pour moi, le truc, c'est évidemment ce côté de dire ouais... mais comment est-ce que tu peux oser travailler sur un film comme ça et commencer à avoir des questions de mise en scène, etc. Moi, je trouve que déjà faire un plan séquence c'est esthétisé, mais surtout des plans comme dans Le Fils de Saul, là, c'est des plans où il y a forcément eu des gens qui sont passés dans une salle d'étalonnage et qui ont dû dire rends le vert un peu moins vert, des trucs du genre juste ça. C'est une esthétique de vouloir faire du réalisme, mais totalement, et c'est critiquable. En fait, pour moi, c'est pas parce que tu fais une esthétique très réaliste que tu te rends non critiquable. C'est pas pour dire que Le Fils de Saul est un mauvais film. Moi, je trouve que Le Fils de Saul, c'est un super film, bien sûr. Mais par contre, commencer à dire Le Fils de Saul, c'est la meilleure manière... Je suis désolé, il y a des urgences là devant. Mais commencer à dire Le Fils de Saul, c'est la seule manière de parler dans un film de fiction de cinéma, de la Shoah, de ces événements extrêmement graves... Je suis pas d'accord avec ça, et c'est pas pour dire que la liste de Schindler est un meilleur film parce que il arrive à esthétiser la chose et il arrive à rendre ça plus divertissement entre guillemets. Non, justement, c'est à critiquer aussi. Mais par contre, tu peux pas commencer à dire que c'est en ayant un dispositif le plus entre guillemets sans fioriture, j'ai envie de dire, que tu vas que ça va être meilleur et que ça va être une meilleure représentation. La zone d'intérêt, je pense qu'on peut critiquer son dispositif, je pense qu'on peut dire que son dispositif est mauvais. C'est pas mon cas, moi je trouve que c'est un des meilleurs films de cette décennie, ça évidemment, mais je pense que c'est pas parce que tu abordes un sujet aussi grave que la Shoah du point de vue de la zone d'intérêt que ça va nécessairement être vu comme étant mauvais, quoi. C'est encore plus logique que tout est politique si tu montres un truc. Bien sûr que c'est sur une esthétique que tu filmes mal, que ce soit sur X ou même sans image, juste avec le son. Bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que le début de la zone d'intérêt, qui est sans son pendant quasiment 5 minutes, bah c'est exceptionnel, évidemment, mais ça reste une esthétique. Et c'est pour ça que, pour moi, dire que Le Fils de Saul est un film qui est désesthétisé entre guillemets, je trouve ça un peu bête, mais voilà, j'oserais pas le dire à mon prof de ciné de l'époque, ça bien sûr, mais je trouve ça un petit peu bête. Donc voilà. Et c'est pour ça, moi, ça me saoule un petit peu. Et donc je vais juste relire un petit peu. Bah là, ok, pourquoi pas, mais de dire faut pas critiquer car c'est un témoignage, c'est plus le même débat que de dire ok, le film veut vous faire pleurer car c'est grave. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, ça reste grave, donc c'est normal. En fait, je pense pas que le but de La Voix de Inrajab soit de nous faire pleurer. Je pense que c'est de montrer un témoignage à l'image. Et c'est pour ça que moi, je suis pas d'accord avec le côté pathos.
c'est que je pense que juste on est des êtres humains et qu'on pleure à ça, c'est normal. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas pleurer devant La Voix de Inrajab. En particulier des gens plutôt sionistes, des gens plutôt anti-palestiniens, qui eux ne vont pas pleurer. Malgré tout le dispositif qui est mis en place. Donc c'est pour ça, et de toute manière, je pense que c'est aussi un film qui va convaincre des convaincus. Genre vraiment. Et c'est pour ça, donc moi, on a vu ce témoignage-là. Moi, droit de réponse, je le donne à Régé aussi. Il y a des films importants qui sont nuls. Muganga ou La Voix de Inrajab sont des films lambda, construits comme des films. C'est pas parce qu'ils parlent de sujets qui vous touchent qu'il faut être plus clément avec. D'ailleurs, il y a plein de films importants que vous estimez moins marquants car le sujet vous touche moins. Si vous voulez juste un témoignage, allez voir un reportage d'un journaliste. Là, on attend aussi une proposition artistique. Et je suis d'accord, je veux dire, La Voix de Inrajab, a priori, c'est aussi un témoignage qui est disponible, que vous pouvez écouter là actuellement. Donc si vous voulez écouter le témoignage de La Voix de Inrajab, et écouter la voix de Inrajab, pardon, écouter la voix de la vraie personne Inrajab, vous pouvez tout simplement l'écouter. Mais par contre, quand c'est un film de cinéma, c'est autre chose. Et c'est pas juste une projection spéciale, parce que ça pourrait être juste, on projette la voix de Inrajab dans un cinéma. Là, il y a tout un film de fiction qui est autour. Et donc là, quand tu rentres dans le cadre de la fiction, mais même si tu rentres dans un cadre documentaire, tu peux juger de l'infrastructure, tu peux juger du dispositif. Ça oui. Et je vais mettre aussi d'autres témoignages. Je vais mettre celui-là en début, parce que celui-là est plutôt... de mon avis aussi. Le problème vient des cinéastes qui ont cru légitime et convenable de traiter de faits aussi gravissimes avec des outils de fiction commerciale et de faire du massacre avéré d'une gamine un élément de tension dramatique. Alors, encore une fois, moi là où je suis pas nécessairement d'accord, c'est... Donc il y a deux points, je vais commencer par celui-ci. De faire du massacre avéré d'une gamine un élément de tension dramatique. Moi, j'ai pas l'impression que le drame, et c'est d'ailleurs une des réponses qu'a mis Régé là-dedans, je trouve ça bof d'utiliser de vrais enregistrements d'une fillette qui s'est fait tuer, les reconstituer, oui, mais là, moi je trouve ça bof de tuer des petites filles, c'est-à-dire que je suis d'accord, la dramaturgie en fait de la chose, elle vient de base, c'est-à-dire que l'événement de base est déjà extrêmement dramatique. Et justement, le film va pas non plus aller plus loin que ça, et va juste montrer cette voie-là, et montrer du coup les réactions autour, évidemment que il y a beaucoup de... Il y a de l'aspect dramatique, de l'aspect dramaturgique, ça ok. Mais par contre, la voix et du coup le massacre avéré de la gamine, il n'y a pas de dramaturgie dedans. C'est juste... Enfin, il y a de la dramaturgie dedans, mais il n'y a pas de la dramaturgie rajoutée par le film. C'est vraiment juste déjà un événement dramatique. Je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que la mort d'une petite fille est déjà extrêmement dramatique. Et surtout aussi, du coup, l'autre argument, c'est de dire des cinéastes qui ont cru légitime et convenable de traiter de faits aussi gravissimes avec des outils de fiction commerciale. Et là où je suis pas... Alors, déjà, moi, je suis d'accord que le côté commercial d'un film, ça, c'est un peu un problème. Pour moi, le film devrait être gratuit, j'ai envie de dire. Le film devrait être gratuitement accessible dans des cinémas. Bon, il y a une économie à faire tourner, c'est ça qui est un peu un problème. Et ça, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que il faudrait pas avoir à payer 10 € pour aller voir ce film-là. Il faudrait que le film soit disponible gratuitement. Je pense que dans les plans, il faudrait que le film soit disponible gratuitement plus tard pour pouvoir le regarder. Tout comme, je veux dire, je suis tout à fait heureux de voir que Shoah de Claude Lanzmann est disponible gratuitement sur la chaîne d'Arte. Ça, je suis content. Parce que pour le coup, malheureusement, je me dis, est-ce que c'est si approprié que ça de dépenser 10 à 15 balles pour aller voir un film en salle? Pour aller voir un film en salle comme Shoah de Claude Lanzmann. Et pour moi, on pourrait aller un peu plus loin et dire, est-ce que c'est si convenable que ça de dépenser 10 à 15 balles pour aller voir un film en salle et abattre le capitalisme? Mais, vas-y, si on doit faire des choix, pourquoi pas? C'est un peu aussi le problème que j'ai avec ce commentaire-là, c'est de dire, tout film qui traite d'événements aussi graves devrait ne pas être... on devrait ne pas payer, quoi. Donc bon... Pour moi, le film devrait être payant avec tout reversé à des associations d'aide à des victimes palestiniennes. J'espère que c'est le cas. Si c'est le cas, ce serait magnifique. J'espère que c'est le cas. Je ne crois pas avoir vu ce genre de truc-là, mais j'espère quand même que c'est le cas. Et surtout, du coup, le fait de traiter ça de traiter des faits aussi gravissimes avec des outils de fiction, moi, la vérité, encore une fois, je vois pas tellement de problème parce que tous les faits graves ont été traités avec des outils de fiction par le passé, et ça a permis de mettre en lumière des choses graves qui ont pu se passer. Je pense notamment, il y avait un massacre qui avait été mis dans Watchmen,
qui est le massacre de Tulsa, où c'est toute une ville noire américaine, si je me souviens bien, qui a été massacrée. Vraiment, tout comme là, je crois qu'il y a des préparations pour des films autour de ce qui se passe à Oradour-sur-Glane, de ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, heureusement que ça se passe pas, mais de ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, bah, évidemment, pour moi, c'est des choses à traiter, parce qu'il faut parler de tout ça, il faut le mettre en mémoire, et en fait, pour moi, commencer à dire, non, il faut pas traiter de ça, et il faut que ça reste juste dans l'histoire et ne pas en parler, je suis pas d'accord, parce que pour moi, il faut remettre en lumière tout ce qui se passe. On est là, je parle beaucoup de la Shoah et je compare beaucoup à la Shoah parce que bah, c'est la comparaison qu'a fait Jonathan Glazer de son film La Zone d'intérêt, de dire regardez, La Zone d'intérêt, c'est un film sur la Shoah, mais bah, il se passe actuellement une sorte de nouvelle Shoah. En tout cas, il l'a vécu, enfin, il l'a exprimé comme ça. Ce qui se passe autour de la Shoah et ce qui est dramatique, c'est que les résistants de l'époque, les rescapés de l'époque, commencent à mourir parce que ça s'est passé il y a plus de 80 ans. Donc forcément, les gens ne sont plus vivants pour pouvoir en parler. Et donc ça veut dire qu'il faut conserver cette mémoire-là et la rendre active éternellement et pouvoir en parler plus profondément plus tard. C'est-à-dire, admettons, dans 20 ans, les derniers rescapés ne seront plus là. Comment est-ce qu'on parle de la Shoah? Comment est-ce qu'on parle de tout ce qui s'est passé? Et ben, pour ça, il faudra continuer de faire vivre cette mémoire-là. Alors, soit par l'école, soit par la culture, soit par l'éducation, soit par la pédagogie. Il y a plein de moyens de le faire. Mais pour moi, la culture est une grande manière de faire en sorte de faire vivre ces mémoires-là. Surtout pour les gens qui commencent à oublier ce qui s'est passé. Et à oublier la manière dont ça s'est passé, la manière dont ça s'est propagé. Ceux qui oublient leur histoire sont condamnés à la répéter. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut utiliser tous les moyens possibles et utiliser les moyens du cinéma pour pouvoir parler de ce qui se passe à Gaza. Et je suis tout à fait d'accord avec la critique qu'avait fait du coup, cette utilisatrice de dire qu'effectivement, c'est encore en cours. C'est encore en cours, donc c'est pas un événement du passé. Même la Shoah, je veux dire, la Shoah, c'est pas arrêté net en 45. La Shoah, il y a eu quand même de l'antisémitisme qui s'est conservé, etc. Évidemment. Et je veux dire, moi je suis d'accord avec le fait de dire là c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et il faut quand même continuer à alerter là-dessus. C'est pour ça que il faut particulièrement alerter là-dessus quand c'est encore en cours. Mais il faut aussi continuer d'alerter là-dessus même quand ça s'est passé, quoi. Ce qui gêne les gens, c'est peut-être aussi l'écart restreint entre l'événement et sa mise en image. Si tu veux dire de moins de 2 ans, bah, l'événement est encore en cours. Je veux dire, même si Inrajab est décédé, il y a encore des milliers d'Inrajab qui peut-être se passent tous les jours et qu'on ne sait pas, on ne sait pas quand ça se passe. Il y a plus de je crois qu'il y avait quelque chose comme il y a plus de 6000 Inrajab qui sont décédés, quoi. Vraiment. Et du coup, j'ai un autre commentaire qui répond: non, c'est des films, tu veux un témoignage, fais un reportage, tu prends la peine de faire une œuvre construite, tu construis des acteurs, tu choisis des acteurs, une mise en scène, un scénario, donc c'est critiquable. Si un film est mauvais, il est mauvais, et le thème ne le protège pas. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et j'ai vu un autre tweet: faire des critiques de ce genre de film est au contraire ultra important. C'est justement leur aspect important, qu'aucun film n'est important en réalité, qui fait que l'on doit être attentif à la façon dont il représente ces sujets. Et moi, je suis d'accord avec ça. Et je sais que ça va plus loin. Après, on peut questionner l'aspect notation, mais c'est quelque chose qui concerne en réalité tous les films. Force est de constater qu'une note sur un film permet d'attraper l'intérêt du public, et donc qu'il puisse découvrir ses analyses pour mieux comprendre les œuvres. Et enfin, à partir du moment où tu fais une production audiovisuelle, tu vas forcément être confronté au jugement et avis du public. Que les sujets soient sensibles ne devrait pas rentrer dans l'avis ou empêcher de questionner les aspects cinématographiques d'une œuvre. Le meilleur exemple étant La Zone d'intérêt, qui est un parfait mélange de qualité esthétique du cinéma et d'impact thématique. Et moi, je suis d'accord avec ça aussi. Après, voilà, c'est pas pour dire que certains auraient raison, certains auraient tort, enfin, voilà. Mais c'est juste pour dire que, pour moi, on peut critiquer La Voix de Inrajab. On peut le critiquer comme n'importe quel autre film, j'ai envie de dire. Mais il faut le faire aussi avec soin. Il faut prendre du temps, quand même, pour en parler. C'est quand même ce truc où c'est pas un film non plus comme un autre, mais bah, tous les films ne sont pas non plus des films comme les autres. Il y a des films, si vous voulez, il y a quand même ce truc où il y a des films où vraiment tu passes 5 minutes à le critiquer, tu passes à autre chose, quoi. Il y a des films plus ou moins oubliables. C'est sûr, je vais pas passer plus de temps à parler de Stranger Things qu'à parler de La Voix de Inrajab, du moins j'espère. Donc voilà. Vaut mieux une critique avec des mauvais points où les gens en débattent et restent de ce fait critique que le truc tombe dans l'indifférence. Bah oui.
encore une fois, moi j'ai l'impression, c'est un effet qui est probablement pas voulu par les gens qui commencent à critiquer le fait de critiquer. Enfin, comment dire, j'ai l'impression que c'est un effet qui est pas nécessairement voulu par les gens qui critiquent la voix de Inrajab, mais c'est qu'en fait j'ai l'impression que les gens veulent pas que ce film existe. Et les gens ne veulent pas en parler. Et en fait, les gens... Et moi, je suis un peu d'accord avec un truc quand même, c'est que ce film-là, il n'est pas censé exister. Déjà parce que la mort de Inrajab n'est pas censée exister, ça évidemment. Mais ce film-là n'est pas censé... on n'est pas censé avoir besoin d'un film comme ça pour sensibiliser les gens. Je pense pas d'ailleurs que ce soit le but du film que de sensibiliser aux gens. Je pense que le film va surtout parler à des convaincus. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire de distribution du film, que évidemment, le film va pas être distribué dans tous les cinémas. Enfin, voilà. Maintenant, j'ai quand même cette impression que le film, là, il existe. Est-ce qu'on le diffuse? Oui, il est diffusé. Donc, est-ce qu'on va le voir? Pour moi, oui. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on pense de si le film devrait exister ou non, le film, il existe. On fait avec, quoi. On fait avec le fait que le film, là, actuellement, il existe. Donc c'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas... Enfin, je comprends qu'il y ait débat, évidemment, mais moi, dans ma tête, il n'y en a pas. C'est, pour moi, le film, il existe, donc on va le voir. Parce qu'il faut le faire. C'est un petit peu ça. Et évidemment que, pour moi, c'est pas censé... c'est vraiment pas censé exister, quoi. Vu que certains y voient un pur aspect commercial, d'autres un simple témoignage de l'époque, d'autres encore un outil de soft power visibilité. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que le débat est peu creusé dans ces tweets. C'est ce que le film doit produire. Ouais, ben en fait, je trouve qu'effectivement, il y a un truc de le film devrait être ça. Et moi, je suis pas nécessairement d'accord. Parce qu'en fait, encore une fois, tu peux parler. Moi, j'ai vu un film début d'année, même milieu d'année, un truc du genre. C'était Once Upon a Time in Gaza, j'en ai déjà parlé ici. Je trouve que c'est un super film. C'est pas nécessairement un film qui aborde les événements du 7 octobre, tout ça. Mais c'est un film de fiction qui parle de ce qui se passe à Gaza, qui parle de ce qui se passe en Palestine. C'est une manière de parler de tout ce qui se passe là-bas, quoi. Déjà, penser que ton film va changer quelque chose à un conflit qui dure depuis plus de 70 ans, c'est voir l'art à des fins utilitaristes et des luttes. Ça, déjà, je suis d'accord. C'est-à-dire que l'art n'est pas censé être utile, donc l'art n'est pas censé arrêter des guerres. Par contre, il fait un peu son bout de chemin. C'est-à-dire que je pense que si la voix de Inrajab convainc 3-4 personnes qui sont allées rapidement dans la salle de cinéma et qui sont allées voir le film, c'est déjà ça. C'est déjà ça et c'est déjà son utilité, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est tant mieux que ce film-là existe, même si il est pas parfait, même s'il y a probablement plein de problèmes, même là, je cite des problèmes, moi je suis pas non plus militant hardcore, j'ai envie de dire, mais il y a bien sûr évidemment beaucoup de soucis potentiels avec le film. Par contre, il existe, et tant mieux s'il convainc même une dizaine de personnes, c'est tant mieux, juste ça. Genre, je pense qu'il y a des gens qui, c'est possible qu'ils aillent le voir, qu'ils soient pas totalement convaincus, même qu'ils soient plutôt sionistes, et qui se disent, allez, je vais le voir, et puis ils en ressortent bouleversés. C'est possible aussi, hein. Faut pas croire que le film va convaincre que des convaincus, je pense que c'est en partie le cas. Mais quand même, quoi. C'est ça, et comme de tout ce conflit, les gens veulent pas trop en parler. Depuis gosse, dès que j'entends Israël-Palestine, c'était suivi de c'est compliqué, on sait pas trop. Je suis d'accord. Northern c'était bien aussi. Oui, non, mais bien sûr. Et Northern, le fait qu'il ait eu l'Oscar, je pense que ça a mis en lumière ça a mis en lumière le problème auprès de plein de gens, quoi. Moi, encore une fois, je suis team Palestine depuis le début, donc je veux pas nécessairement, je veux pas savoir si ça a vraiment convaincu des gens. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de film où ça peut le faire, quoi. Où ça peut le faire. Et donc, moi, là où je suis curieux, c'est que je me suis mis de côté l'interview donc de Kauter Ben Ania. Je sépare parce que à Skip, quand je le prononce trop vite, ça, on entend un autre mot. Mais voilà. mais en gros, j'ai vu cette interview-là, et moi, je suis curieux un peu de s'interroger sur le procédé technique, sur tout ce qui a pu se passer, etc. C'est pas le même studio que celui dans lequel j'étais, mais mais voilà. Mais je suis curieux un peu de comment ça s'est passé en fait ce film-là. France Inter, la grande
Sachant que, aussi, j'ai autre chose à dire. Pour le coup, alors, j'en ai parlé ici, j'ai parlé ici de Oui de Nadav Lapid, dont on a regardé ici d'ailleurs aussi l'interview France Inter. On a parlé ici du film, on est revenu dessus, on s'est dit ok, c'est un film assez compliqué, tout ça. Il n'empêche que, moi je suis désolé, mais les gens qui disent la voix de Inrajab est immonde, alors que oui, Nadav Lapid c'est un chef-d'œuvre, allez vous faire enculer. Genre vraiment, j'ai pas d'autre mot que ça à vous dire, parce que je suis désolé, mais le message que vous voulez passer, c'est le film fait par un Israélien, il est génial, pour parler de Gaza, et le film fait par un Palestinien, il est nul. Enfin, fait en partie par des Palestiniens, puisqu'il y a des Palestiniens en tant qu'acteurs. Il est nul. Moi, je suis désolé, faut aller se faire foutre. Genre vraiment, au bout d'un moment, je sais que c'est probablement pas le message que vous avez envie de mettre en place, tout ça. Peut-être que vous vouliez dire autre chose, et probablement que c'est des gens qui sont plutôt pro-pal, tout ça, qui disent ça. Mais quel est le message que vous renvoyez en disant ça? Genre juste, des fois, abstenez-vous de le comparer à un autre film, La Voix de Rajab. Je comprends qu'on le compare à Put Your Soul on Your Hand and Walk, je comprends qu'on le compare à Netherlands, je comprends qu'on le compare même à Once Upon a Time in Gaza. Mais commencer à dire, ouais, quand même, le film israélien, il était meilleur. Allez vous faire foutre, quoi. Sachant que le film israélien, oui, de Nadav Lapid, si vous commencez à dire la voix de Rajab, c'est abject parce que ça utilise des vrais témoignages, la vraie voix de Rajab, etc. Quid de la scène dans Oui de Nadav Lapid, où ça utilise une vraie archive vidéo de gens, ça utilise le vrai paysage de Gaza. Donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait il y a le personnage du coup de Y, de Yehudé, qui est sur une colline et qui regarde Gaza. Donc ça filme littéralement Gaza, actuellement. Ça a été vraiment filmé comme ça. Bon, j'ai regardé ici l'interview du coup sur France Inter, c'est pour ça que j'y pense, de Nadav Lapid, qui revenait là-dessus, qui revenait sur le fait qu'ils ont vraiment tourné à Gaza. Donc ils ont vraiment tourné à la frontière. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui différencie? Moi, c'est ça la question que je me pose, en fait. Vraiment. Sonia De Villers. C'est l'histoire d'un film applaudi debout pendant 24 minutes d'affilée au Festival de Venise. C'est l'histoire d'un projet que les plus grandes... Ça, je sais, pareil, il y a des gens qui ont critiqué, qui ont dit c'est juste du papotage pour pouvoir en parler autour. Oui, mais reste qu'on en parle, du coup, on en parle comme ça, et que c'est la manière de titrer la chose que de dire, ouais, en plus, ça a eu une grosse standing ovation à Cannes. Stars du cinéma international ont tenu à produire Brad Pitt et Joaquin Phoenix en tête de file. Les procès en dégueulasserie ne font que confirmer l'horreur du réel, donc merci pour l'appui involontaire. Bah oui, moi encore une fois, je suis un peu de l'avis de Régé de c'est peut-être dégueulasse d'utiliser le vrai témoignage de quelqu'un. Par contre, c'est dégueulasse de tuer des gamines. Genre, juste ça. C'est l'histoire d'une fiction qui fait entendre la voix bien réelle d'une petite fille palestinienne prise à Gaza sous les tirs de l'armée israélienne. Elle s'appelle Hind Rajab. Sa famille a prévenu le Croissant Rouge qui n'a finalement pas pu sauver la petite. Je vais par contre juste un poil accélérer, on va pas se mentir. Tac. L'histoire des femmes et des hommes qui sont restés en ligne avec elle jusqu'à sa mort. C'est l'histoire d'une réalisatrice franco-tunisienne qui, découvrant ses enregistrements, décide d'en faire un film. Et moi, de qui dois-je faire le portrait ce matin? D'une enfant de 6 ans, arrachée à la vie, ou de ces adultes qui se sont donné la main tout... C'est vraiment ce truc de rapporter à soi, ça par contre... Bon, je suis un peu extérieur, mais vas-y. Du monde pour que la voix de Hind Rajab entre dans l'histoire. Portrait 51. Bonjour Kauter Benania. Bonjour Sonia. La voix de Hind Rajab, c'est votre film qui a mis littéralement KO le festival de Venise. J'ai vu des images sortant du public, sortant de la projection, mais dans un état, quand je dis KO, c'est KO, ils étaient physiquement KO, ça s'est fini par un lion d'argent. Le film sort cette semaine au cinéma. Un lion d'argent, pardon, j'ai dit Grand Prix tout à l'heure, c'est lion d'argent. Et pour que tout le monde comprenne vraiment cette histoire, où se trouve la petite Hind quand sa voix surgit pour la première fois? Elle est située où physiquement? Alors, elle se trouve dans une voiture criblée de balles, entourée de 6 membres de sa famille qui sont tués, massacrés. Donc, elle est entourée de cadavres, entourée de tanks.
On elle, est où dans la bande de Gaza? à Tal el-Hawa, c'est un quartier qui était assiégé. Le matin même, on a demandé l'évacuation. Donc sa mère l'a mis dans la voiture parce qu'il pleuvait, elle voulait la protéger, la voiture de son oncle. Donc elle est partie avec l'oncle et la tante et leurs 4 enfants dans la voiture derrière. Et ils étaient tués tous, sauf Hind Rajab. Sauf Hind Rajab. Et comment est-ce qu'elle se retrouve, elle, petite fille de 6 ans, en ligne avec le Croissant Rouge, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge? Au fait, avant qu'elle soit au téléphone avec le Croissant Rouge, il y a eu une autre survivante avant elle, qui est sa cousine de 15 ans, qui s'appelle Layan, et qui était au téléphone avec le Croissant Rouge. Et c'est un enregistrement qu'on a beaucoup écouté sur les réseaux sociaux, où elle est tuée en direct. Elle parle avec l'employé du Croissant Rouge, et on entend les tirs, il s'écrie à elle, Oui. et Et ensuite... sa voix qui disparaît. C'est le tout début du film, hein, de toute façon, là, ça raconte un petit peu le film. Exactement. Et donc, le Croissant Rouge rappelle, et c'est là où il découvre qu'il y a une petite fille. Vivante dans la voiture. Elle a 6 ans, même pas 6 ans, moins de 6 ans. Et là commence le sauvetage, ou la mission de sauvetage impossible, pour lui envoyer une ambulance. On écoute un extrait, on va entendre la voix, je précise, la voix bien réelle de Hind. Alors, pour les personnes qui seraient gênées par le fait d'entendre la voix la véritable voix de Hind Rajab, je vais couper le son à ce moment-là. Je sais, voilà, par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, ça peut sembler bizarre, mais je comprends qu'on soit gêné par le fait d'entendre cette voix-là. Je comprends qu'on puisse se dire, moi, je soutiens cette cause-là, mais par contre, ça m'est insupportable que d'écouter des choses aussi violentes. Je comprends totalement. Pas de souci, et je respecte votre choix. Donc voilà. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre les gens qui disent bah, c'est pas pour moi parce que je suis trop sensible par rapport à ça. Par contre, des gens qui disent ah, c'est dégueulasse de faire un film comme ça, bon, je suis pas nécessairement d'accord, quoi. Je sais pas si j'aurais la force d'aller le voir. Je comprends totalement les gens qui disent ça, donc voilà, je respecte. Je vais pas vous forcer, pardon, mais je vais pas vous forcer à aller voir le film non plus si vous êtes trop sensible et que vous trouvez que c'est beaucoup trop et que vraiment n'importe quelle image que vous voyez de la bande de Gaza, moi, encore une fois, c'est quand même quelque chose où on n'est pas censé voir ces images-là, ça évidemment. Et moi, j'ai vu des images depuis les attentats du 7 octobre et les ripostes palestiniennes que je ne suis pas censé voir, en tant qu'humain. Je veux dire, vraiment, je ne suis pas censé voir ce genre d'image-là. Reste que je les vois, donc moi, je sais que je prends le choix d'y faire face, et je comprends les gens qui se disent non, pas pour moi. Bon, donc c'est pour ça, je vais pas, je savais pas que ça diffusait un extrait de la voix de Hind Rajab, mais c'est important, en fait. Je trouve ça important, mine de rien, que France Inter diffuse cet enregistrement-là aussi, au moins une partie de cet enregistrement. Et je trouve ça... Pardon, on reprend du coup. Comment vous avez découvert ces bandes, vous, Kauter Benania, ces enregistrements? Sur Internet, comme tout le monde, parce qu'à l'époque, le Croissant Rouge palestinien à Ramallah avait envoyé 2 ambulanciers pour sauver Hind, et puis plus de nouvelles. Et donc, ce quartier était assiégé pendant 12 jours, et eux, ils n'avaient plus de nouvelles ni de Hind, ni de leurs 2 secouristes. Donc, Donc pendant 12 jours, ils sont dans l'incertitude de savoir est-ce que la petite a survécu ou pas. Eux, ils n'arrivent plus à la joindre. Est-ce que les ambulanciers qui sont partis la chercher ont survécu ou pas? 12 jours de silence. Exactement. Et donc, ils étaient obligés de sensibiliser le monde. Donc, ils ont mis des extraits de cet appel-là sur Internet. Qui vous a autorisé à les exploiter? C'est-à-dire que vous faites beaucoup plus que les exploiter, vous faites beaucoup plus. C'est-à-dire que vous reconstituez à travers la fiction et avec des acteurs tout ce qui s'est passé dans les bureaux du Croissant Rouge avec les écoutants et les coordinateurs du sauvetage. Seule la voix de Hind est réelle. Vous avez commencé par poser la question à la maman de Hind, qui elle a survécu. Exactement. Donc, pour moi, il était hors de question de faire ce film sans son accord. Legit. Genre, vraiment, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Et c'est pour ça que pour moi... du coup j'ai été attiré aussi par le titre de la vidéo, j'imagine qu'elle va en parler, bien sûr, mais pour moi c'est normal de demander l'accord dans ce genre de cas-là, bien sûr, hein. Donc je l'ai appelée, elle était en deuil, évidemment. Perdre un enfant pour une mère, c'est l'une des choses les plus horribles au monde. Mais Wissam, elle s'appelle, est une femme extrêmement courageuse. Et elle m'a dit, je ne veux pas que ma fille soit oubliée dans l'amas de cadavres qui existe à Gaza. Elle a un petit garçon aussi. Elle a aussi un petit garçon. Et ça, alors, je comprends que la phrase, en fait, vue de loin, on puisse se dire, mais il y a quand même des milliers d'Hind Rajab, il y a énormément de gens, voilà, qui... Oh, Merlich, ça va, c'est juste une femme qui parle. Mais je comprends qu'il y a des gens qui trouvent la phrase abjecte, parce que j'ai vu ça aussi, hein, des gens qui disent, mais vous savez, il y a des milliers d'Hind Rajab, pourquoi elle serait à part, etc. Il n'empêche que si c'est une mère en deuil, bah bien sûr que pour une mère, son fils, son enfant, sa fille sera la chose la plus importante au monde, genre vraiment normal.
Le petit frère de Hind. Exactement. Et donc, elle nous a non seulement donné son accord, mais elle est devenue partie prenante du film, puisqu'on la voit aussi à la fin du film. Ouais. Là, vous rentrez de Doha. C'est ça, vous avez vu Wessam? Oui, Ouais. pour la première fois, parce qu'avant elle était à Gaza. Ouais. On s'est beaucoup parlé au téléphone. J'étais à Doha parce qu'il y a le Doha Film Festival et ils ont fait l'inauguration du festival avec la voix de Hind Rajab. Donc, ils ont invité tout le monde, moi, mes acteurs, mais aussi les vrais secouristes. Les vrais secouristes du Croissant Rouge. Vous Exactement. étiez tous réunis à Doha, là? Exactement, les 4, les vrais, Rana, Omar, qui sont Mati, Nesrine, la psychologue. Exactement. Les vrais étaient Les là, à vrais Doha, étaient là. avec... Elle est très très contente, Sonia. C'est quoi? C'est Sonia De Villiers. Elle est très très contente, ça va. vos acteurs. C'est Avec mes hyper émouvant. C'est très émouvant. J'ai passé 3 jours, on se prenait dans les bras et tous, on était réunis autour de la mère de Hind. Comment elle a réagi quand elle a vu le film? Elle n'a pas vu le film, elle ne veut pas le voir. Ouais. Et pour elle, c'est impossible de le voir. Mais par contre, elle a tenu à assister à tous les débats après le film, parce que pour elle, il y a quelque chose de l'ordre des funérailles de sa fille. Et je comprends, parce que du coup, je disais ça par rapport aux gens qui seraient pas prêts à voir ce film-là, mais je comprends totalement que la mère de Hind Rajab ne souhaite pas voir ce film-là. Genre, moi, on ferait un film sur un événement comme ça, par rapport à, je sais pas, quelqu'un que je connais. Enfin, tout comme, c'est pareil au Bataclan, je sais qu'il y a eu des films par rapport au Bataclan, et qu'il y a des gens qui ont survécu au Bataclan, qui ont dit, moi, je veux pas voir les films qu'on fait sur ce que j'ai vécu. Soit les condoléances du public, et c'est quelque chose qui l'émeut énormément parce qu'elle est plus seule dans cette douleur. Je prends un extrait du film, évidemment c'est en arabe et voilà, j'allais pas m'amuser moi à le traduire en français, mais vous allez nous raconter. Là ça s'engueule très fort. Il y a un coordinateur qui s'appelle Madi, il y a un écoutant du Croissant Rouge qui s'appelle Omar, et ils vont passer des heures à attendre d'avoir un plan de validation pour que l'ambulance, qui n'est pourtant qu'à 8 minutes de la gosse, aille la chercher, et regardez les tensions que ça provoque. Donc ça, c'est les parties fiction. Je peux vous les diffuser parce que c'est pas les parties qui se sont réellement passées. Bon, c'est en x1.5, vous comprenez. Mais... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Au fait, ils sont dans une situation impossible. C'est-à-dire, pour envoyer une ambulance partout dans le monde, s'il y a un enfant qui demande de l'aide, il y a une ambulance à 8 minutes, on l'envoie tout de suite. C'est pas le cas en Palestine, c'est pas le cas à Gaza, parce que l'ambulance risque d'être bombardée. Donc il faut faire une procédure compliquée et impossible presque pour envoyer l'ambulance. Il faut passer par plusieurs intermédiaires. C'est ça, il y a plusieurs organismes intermédiaires pour que l'ambulance soit envoyée sans que l'armée israélienne la bombarde. Et donc l'un veut envoyer l'ambulance tout de suite parce qu'il ne fait pas confiance à l'armée israélienne, et l'autre il veut suivre la procédure à la lettre parce qu'il a tellement perdu de collègues, et ça c'est vrai, le Croissant Rouge a payé un prix énorme. Et d'ailleurs c'est un vrai truc où le regard moral qu'on peut avoir, c'est pas de voir le personnage du chef urgentiste, je sais plus exactement. Je vais mettre en 1.25, les gens, vous avez raison. Mais en x4. mais il n'y a pas d'antagoniste dans le film, si ce n'est l'État israélien et l'armée israélienne, évidemment. Et sinon, les gens dans le Croissant Rouge, je sais qu'il y a un peu cette vision où parfois j'avais l'impression que la réalisatrice voulait faire en sorte que le chef urgentiste soit vu comme étant un antagoniste parce que en fait il voulait il y a un moment bizarre où il essaie de cacher quelque chose, il essaie de cacher le plan, voilà, mais j'ai aussi quand même l'impression que ils veulent pas nécessairement nous montrer que c'est un antagoniste, parce que il a ses raisons de ne pas envoyer directement une ambulance, c'est-à-dire qu'il a perdu tellement d'urgentistes, tellement de gens qui, encore une fois, ont des filles, sont des enfants également, donc c'est tout à fait compréhensible en fait qu'ils veuillent pas faire ça. C'est-à-dire le nombre d'humanitaires, de secouristes tués et dépasse l'entendement. Donc il ne veut pas sacrifier ses collègues, il veut Mais c'est un dilemme moral, c'est un dilemme éthique que pose ce film, parce que ce film est un huis clos, il ne sort jamais des bureaux du Croissant Rouge, c'est extrêmement simple. Il y a je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre de mise en scène, c'est champ contre champ, les 4 visages de ces écoutants et coordinateurs de la Croix-Rouge, c'est-à-dire est-ce qu'on sauve la petite, est-ce qu'on sacrifie nos ambulanciers, et derrière il y a la petite au téléphone, toujours la petite au téléphone qui dit mais viens me chercher. D'ailleurs on a l'impression que la petite... vous avez... pardon. Oh, je l'ai rarement vu comme ça, celui-là de Villard. Je suis émue parce que la petite, on a l'impression qu'elle grandit dans ces 2 heures-là. C'est-à-dire qu'au début, la petite, elle dit « Ma famille autour de moi, ils dorment ». Et puis, un moment, elle dit à la psy « Ils sont morts. Arrête de me dire qu'ils dorment, ils sont morts. »
c'est ça? Oui, oui, exactement. Elle dit c'est sa cousine Sarah, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, qui est très proche d'elle. Elle lui dit parle avec Sarah. Elle lui dit mais Sarah elle dort. Et là, donc Rana au téléphone, elle est contente que Hind considère que sa cousine dort parce que pour elle et donc elle part, Elle la conforte, laisse-la exactement, dormir, laisse-les la réveille dormir. pas. Elle lui dit mais non. Non, non, j'ai dit, elle dort. Non, elle dort pas. Ils dorment pas. Ils sont morts. Hmm. Ils sont tous des cadavres, elle rajoute. Et elle a 5 ans et demi. Que disent les C'est horrible. C'est vraiment horrible. enquêtes aujourd'hui? Parce que l'armée israélienne a d'abord nié toute responsabilité, affirmant qu'il n'y avait aucun soldat à proximité. Il y a eu plusieurs enquêtes indépendantes, une menée par le Washington Post, une par Al Jazeera, une par Forensic Architecture, qui ont toutefois établi la présence de chars. On en est où? Est-ce que c'est un Il n'y a pas crime? d'enquête. Enfin, il y a ces enquêtes-là, ils ont fait un travail formidable, surtout Forensic Architect, qui ont précisé point par point, en travaillant sur le sang, en travaillant sur les images satellitaires, où on voit bien sûr la présence des tanks israéliennes. Et la petite, elle n'arrête pas de parler des tanks. Plusieurs tanks, pas un seul tank. Donc la présence de l'armée israélienne et le fait que l'ambulance soit bombardée à la fin, qu'on a envoyée, alors qu'on a suivi à la lettre. Ah mais Merlich, ça va, je pense que... Vraiment, encore une fois d'ailleurs, parce que tout de même, Sonia De Villers, moi ce que je vois, c'est que là, elle a été extrêmement touchée par le film, alors qu'il y a encore quelques mois, elle disait ouais, mais est-ce que vous condamnez le 7 octobre? Certes, c'est très grave ce qui se passe là-bas, mais quand même, est-ce que vous condamnez? Je spoil mon film, mais c'est pas un film, c'est la réalité. Oui, ça par contre, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas un film que vous pouvez spoiler nécessairement quand même. La voix d'une Rajab, vous savez qu'elle ne survit pas. C'est une histoire très connue, c'est-à-dire on respecte à la lettre la procédure imposée par l'occupation pour leur rendre la vie impossible. On envoie l'ambulance et dans l'enregistrement sonore, l'ambulancier au téléphone, il dit « Ah, voilà la voiture », parce qu'il l'a cherchée. Donc il la voit. Il la voit, vue. il l'a vue et bam, on entend l'explosion de l'ambulance dans l'enregistrement. Ouais. Donc c'est une histoire. Moi, quand j'ai compris ce qui s'est passé, pour moi c'est un crime de guerre. C'est l'innommable a été commis non seulement pour cette petite fille, pour toute sa famille. C'est une famille entière qui a été décimée, mais en plus pour les secouristes qui étaient là pour la sauver. Les secouristes que vous avez retrouvés là à Doha, les secouristes du Croissant Rouge, ils continuent ce métier. C'est-à-dire, on les voit, même au début du film, on voit Rana, par exemple, qui est psychologiquement usée, épuisée. Ouais. Et on voit bien que l'engueulade entre Madi et Omar, elle vient de ça aussi. Je crois que Madi dit, ça fait 2 mois et demi que j'ai pas vu mes enfants. Ils craquent tous. Absolument, oui. Alors, dans le film, on a le personnage de Mehdi qui est face à ce dilemme impossible d'envoyer ou non ses collègues, qui dit à un certain moment, en montrant toutes les victimes, ses collègues secouristes qui ont été bombardés, si une autre photo s'ajoute sur ce mur, je démissionne. Et c'est ce qu'il a fait, le vrai Mehdi. Ah, il a démissionné. Il a démissionné. Et alors expliquez. Ça, je savais pas ça. Mais oui, c'est horrible, hein, et c'est vraiment, tu comprends tout le dilemme du personnage, quoi, de ce chef urgentiste, parce que vraiment, clairement, c'est abominable, quoi, de se dire un de plus qui va mourir parce que j'ai tenté de secourir quelqu'un. Genre, c'est atroce. Du coup, tu tentes pas de secourir les gens parce que lui, c'est pas possible. Genre, bref. Au-delà des gens perdus, j'aime bien le développement du dilemme légaliste et pragmatique, / émotionnel et proactif, et toute la tension que ça génère à se demander quand les deux positions vont ou non avoir le temps de se rejoindre. Surtout que les deux ont le même but, les deux ont envie de faire la même chose. Les deux ont envie de secourir des gens, mais en fait, il y en a un qui se dit « mais tu peux pas secourir les gens si tu fais ça », parce que tu vas finir avec plus de morts sur la conscience, et l'autre qui dit mais par contre faut qu'on tente quelque chose. Genre voilà quoi. Combien de crimes de guerre seulement dans ce film en plus, massacre de civils, explosion d'une ambulance, non mais oui, enfin même il y a un truc tout bête, c'est que ils ont du coup un chemin, en gros on leur donne un chemin pour sécuriser, en mode l'ambulance a le droit de circuler ici, et a pas le droit de circuler ailleurs. Et en fait, sur le chemin qu'on leur donne, il y a un amas de débris qui fait que c'est impossible de passer à un moment. C'est horrible. Genre, vraiment, c'est absolument atroce. Et le film l'aborde comme un obstacle aussi putain, mais en fait, il nous casse les couilles jusqu'au bout, quoi. La photo sur le mur, parce qu'il faut qu'on comprenne. Alors, c'est une photo où ils mettent, pour rendre hommage à leurs martyrs, à tous ceux qui sont morts. À tous ceux qui n'ont pas pu sauver. N'ont pas pu sauver. Ils n'ont pas pu sauver, et on comprend dans le film qu'ils ont besoin de mettre des visages sur ces victimes. Voilà, c'est-à-dire au moins une silhouette, et quand on peut, une photo. Exactement. Très animé, ce film. C'est tellement énorme. Tout le film avec la photo de la petite Hind
au moment de son gala de danse avec sa couronne Exactement, de on fleurs sur la comprend. tête. D'ailleurs, je parlais avec sa mère qui me racontait plein de choses sur Inde, à quel point elle adorait s'habiller en petite princesse, à quel point elle adorait la plage, on le voit dans le film, à quel point elle était coquette, elle choisissait ses vêtements, pour elle, être élégante, voilà, et à quel point elle était drôle aussi. La petite Inde, à quel point elle est intelligente. On l'entend dans ses Absolument. réflexions Parce au qu'à un téléphone. certain moment, elle donnait des solutions aux Oui. employés du Croissant Rouge. Oui. Elle lui dit, appelle ton mari pour... Peut-être que ça va rattraper ses propos passés. Les gens, en vrai, elle avait l'avis de base et enfin, comment dire, elle avait, j'ai l'impression, l'avis de base de ouais, mais quand même le 7 octobre, tout ça. Moi, c'est des avis, je les entends tout le temps de la part des avis plus normies, entre guillemets, quoi. Mais parce qu'en fait, les gens sont tellement matrixés par les médias plus traditionnels. Et encore une fois, c'est pour ça que même le truc de s'il y a besoin de ce film-là pour s'émouvoir, selon vous, je sais que j'ai vu des gens dire ouais, mais il n'y a pas censé y avoir besoin d'un film comme ça pour s'émouvoir. Ouais, mais en fait, les gens sont tellement matrixés, genre, vous vous rendez pas compte, je pense. Hein. Je peux voir comme à chaque fois ce côté hypocrite des bourgeois, ils sont plus choqués et investis dans un film que par les milliers d'images qu'on a vu. Mais en même temps, ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein. Mais en même temps, ça reste des gens comme les autres et des normies comme les autres aussi, quoi. venir me chercher, appelle mes oncles. Elle commence, quand elle comprend qu'ils vont pas arriver, parce qu'il faut préciser quelque chose, je ne sais pas si on l'a précisé, les employés du Croissant Rouge sont à Ramallah. Et Inde, elle est à Gaza, parce qu'on a bombardé toutes les lignes du Croissant Rouge à Gaza. Donc tous les appels sont transférés à Ramallah. Et depuis Ramallah, ils ont une image satellitaire de ce qui se passe à Gaza et ils suivent la situation sur les écrans, ce qui d'ailleurs d'un point de vue cinématographique donne un effet extrêmement fort et puissant. Normalement, j'étais là pour faire un portrait de vous, mais cette histoire est tellement folle et tellement magnifique qu'on fera un portrait de vous une autre fois, Kauter Benania, simplement pour comprendre le rôle que joue le cinéma dans cette histoire. Moi, Parce qu'il y a un moment, Omar dit des visages d'enfants déchiquetés, il y en a plein les réseaux. Ça, pour moi, c'est le moment où le film commence à se dire on n'est pas assez efficace et c'est pas possible d'être efficace. Pour moi, je l'ai interprété comme ça en tout cas. Sociaux, sauf qu'on ne les voit plus, on ne les entend plus. C'est ça, c'est une forme d'anesthésie émotionnelle. Anesthésie, amnésie, parce qu'on est dans un flux d'images horribles qui nous arrivent de Gaza et on est dans le scrolling. Donc à un certain moment, moi je me suis posé cette question, puisque je suis réalisatrice. C'est quoi le rôle du cinéma ? Et des images. Et des images, et comment on montre des images ou comment on rend ces images impactantes. Et donc, pour moi, la littérature, le cinéma, l'art en général, c'est le lieu de la mémoire par excellence. Mais en vrai, elle a raison là-dessus. Hein. C'est-à-dire que, quand même, au bout d'un moment, le cinéma est là pour porter les mémoires de ceux qui ne sont plus là pour les porter, quoi. Et ça, d'ailleurs, par rapport à la Shoah, ça évidemment, au bout d'un moment, on n'aura plus les résistants de la Shoah, on n'aura plus les gens qui ont pu survivre à ce moment-là. Donc forcément, ça veut dire qu'à un moment, ça va, comment dire, il va falloir porter cette mémoire ailleurs, il va falloir porter cette mémoire d'une autre manière. Et donc pour ça, il va falloir que le cinéma soit aux aguets sur tout ça, parce que, encore une fois, je le répète, hein, mais un peuple qui oublie son histoire est condamné à la répéter. Et ça, c'est quelque chose d'horrible, quoi. J'y pense, mais c'est cocasse. On a un film qui dit... on a un film, on dit non, c'est un témoignage, un documentaire important, mais il y a quelques mois, ça parlait de Hollywood avec les vidéos de Gaza prises au téléphone. Bah oui. Bah oui, non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça, ouais, la visée du cinéma, en fait, on sait jamais exactement si... comment dire ? Je suis un peu fatigué, les gens. Mais, la visée du cinéma, on sait jamais exactement si ça sert à quelque chose, si un film peut faire vraiment changer les consciences. Par contre, ça peut faire en sorte de garder en mémoire, pour certaines personnes, ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est passé est l'histoire de toute l'humanité. Et c'est un moyen comme un autre de garder vive la lumière qu'on peut... de garder vive la mémoire qu'on peut avoir. De garder vive tout ce qui s'est passé. Et le cinéma est un moyen, la littérature est un moyen, l'éducation est un autre moyen, la télévision est un moyen. Enfin, il y a des tonnes de moyens comme ça de faire en sorte de garder en mémoire tout ce qui a pu se passer partout dans le monde. Et je pense que là, les documents qu'on voit de tout ce qui se passe à Gaza sont ultra importants pour les historiens du futur, quoi. Et pour les cinéastes du futur aussi particulièrement. Donc bon. La Shoah est sûrement le drame le mieux documenté jamais, et ça n'empêche pas Israël de faire un génocide. Et surtout, enfin, comment dire,
là, ce qui se passe à Gaza, je pense que ça sera un des drames aussi les plus documentés, quoi. Donc bon. Et puis, c'est le lieu aussi où vous entremêlez depuis le début de votre carrière la fiction et le réel. C'est-à-dire que là, vous faites un choix de mise en scène très puissant. La voix de Hind est réelle. Ce sont 4 acteurs qui rejouent les secouristes du Croissant Rouge. Et puis, parfois, ressurgissent la voix des vrais secouristes. Et puis, parfois, ressurgissent leur vrai visage. Pourquoi est-ce que vous superposez comme ça le réel et la fiction? Parce que L'effet est vertigineux. Parce que moi, je me posais la question de quelle meilleure forme, quelle est la forme pour raconter cette histoire. Et je ne voulais pas faire un documentaire a posteriori sur un événement du passé. Je voulais faire ce film Ça au aurait pu. présent. Ouais. Ça aurait pu, oui, et ça a été fait. Al Jazeera, ils ont fait un documentaire dans ce sens-là. Moi, je voulais faire un film au présent, quand tout était possible, quand c'était possible de la sauver. Et de montrer tous les mécanismes qui ont empêché son sauvetage. Donc, il me fallait, pour revenir à ce moment, des comédiens. Mais, par contre, pour moi, c'était essentiel de rappeler que, OK, c'est un contrat avec le spectateur, c'est des comédiens, mais c'est la réalité. C'est presque de la reconstitution, parce que moi, j'avais l'enregistrement. C'est exactement la critique que j'ai fait, donc je suis content. Qui était la colonne vertébrale de ce film, mais tout ce qu'il y a autour, c'est les témoignages des 4 secouristes. Et je peux vous demander comment Brad Pitt, Joaquin Phoenix, son épouse Rooney Mara, Alfonso Cuarón, immense réalisateur mexicain, mais aussi Jonathan Glazer, qui est le réalisateur de La Zone d'intérêt, comment ils se retrouvent tous au générique? C'est-à-dire vous avez toutes les fées du cinéma mondial, le plus élégant et le plus brillant aujourd'hui. Putain, bref. Oui, moi aussi, je me suis demandé. Parce qu'à un certain moment, quand on a terminé le film, on avait envie de... Vous savez, nos films en langue arabe avec sous-titres sont en général des films niches. C'est-à-dire, et moi, je voulais amplifier la voix de Hind Rajab, et c'était important d'aller solliciter du soutien, parce que eux, c'est vraiment du soutien, mettre leur nom dans le générique. Et on a montré le film à quelques personnes, en espérant avoir un an, peut-être. Un an. Ils ont tous regardé le film. Ils vous ont tous ramassé. Ouais. Lion d'or à Venise, La voix de Hind Rajab, mercredi Lion d'argent, oui, c'est bref. au cinéma. Magnifique film. Merci Kauter Merci Benania. Sonia. Merci. Vous reviendrez, on fera votre portrait à vous. À bientôt. Merci. Et ben. Non, mais ouais, mais en tout cas, ça balaye un petit peu quelques flous qu'on pourrait avoir par rapport à cette vision de tout ça. Et effectivement, moi, j'aime bien cette notion de contrat avec le spectateur, quoi. Et pour moi, c'était vraiment l'impression que j'avais devant le film, c'était de me dire, mais ouais, il y a un contrat qui s'est passé entre les réalisatrices et le spectateur avec ces images-là. Et ça, c'est ultra important, et c'est pour ça que pour moi, j'ai pas l'impression que le film dans la tête de Kauter Benania soit vraiment nécessairement flou, en fait. J'ai l'impression que pour elle, c'est assez clair ce qu'elle a voulu en faire, mais tant mieux que ça crée du débat, j'ai envie de dire. Tant mieux que ça crée du débat par endroits, c'est sûr et certain. Au moins, ça fait vivre le film que de créer du débat, quoi. Godard en parlait dans Ici et ailleurs avec l'image que renvoyait la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich et les camps palestiniens qui ne sont jamais montrés à la télé. Ben oui, non, mais même il y avait ce côté où il disait Israël est passé dans la fiction, la Palestine dans le documentaire. Et en fait, forcément, quand tu passes dans le documentaire, en fait, le documentaire est moins quand même reconnu que le film de fiction. Donc c'est pour ça que c'est important de faire des films de fiction, mine de rien, même sur des événements très graves. Et c'est pour ça même que c'est... Mais quand même, comment est-ce que tu parles d'un événement aussi grave, si ce n'est en mêlant aussi en partie la réalité, quoi. Parce que, est-ce que tu vas demander à une petite fille de refaire le témoignage de Hind Rajab? Ah, c'est compliqué quand même, hein, de demander ça. Donc bon, et c'est pour ça que l'importance de l'image et l'importance du cinéma à ce niveau-là, elle est primordiale. Il y a besoin vraiment de tout ça. Il y a besoin vraiment d'avoir un maximum de partage d'images et d'avoir un maximum de gens qui parlent de ce film-là. Et il y a besoin que ça crée du débat, il y a besoin qu'il y ait des gens qui en discutent, qui en parlent, qui le partagent autour d'eux, ça évidemment. Donc c'est pour ça, moi j'appelle tout le monde dans le chat à aller voir la voix de Hind Rajab, à en parler autour d'eux, à en débattre. Parce qu'en fait, moi je trouve que, mine de rien, il y a un vrai truc, c'est que j'ai l'impression que la majorité des critiques sur le procédé est dégueulasse, c'est des gens qui n'ont pas vu le film. Bah, allez le voir en fait. Allez voir un film avant de le critiquer. Genre vraiment, c'est nécessaire.